La voiture électrique. Ouais, là, Si je te fais écouter un son de char... même la cloche, je vais te le dire. Vroom! Ça, c'est un V8. Et je vais aller faire marcher un char qui marche plus dans le courant scrap. Donc, je me promène de soir. Marque informe, faire fabrication ordinaire, réparation dispendieuse. Compte-toi, là. Ouais, t'es un peu plus bas. J'ai travaillé sur les moteurs roues d'Hydro-Québec sur la fameuse Intrépide dans les années 90. D'abord, il faut savoir que l'auto électrique a à peu près 120 ans d'âge. Les parcs de voitures usagées électriques sont en train de gonfler. Quand tu demandes à une industrie de se conformer à une date avec un lobby, un gouvernement, un cadre... Mais en même temps, c'est les pétrolières qui ont éliminé ces fameux moteurs-là. Oui puis non. Puis je suis pas un conspirationniste, loin de là, la Terre est ronde. Mais, On a fait un tour, nous, de Lada au Azerbaïdjan. Puis y a-tu un modèle dans le BM qui est pire que d'autres? toutes les séries 3, les séries 5, sport de moteur cassé. Oui, on sait quoi cette affaire-là. Peux-tu faire comme mon chien? Ah, ben, crime! Oh! Hey, comment ça va, mon chum? Yes, ça va bien? Comment c'était la route? Super bon. Enfin. Hein, toi? Content de t'avoir. Moi aussi. Puis, comment tu trouves ça? Hein? C'est hot? Assis-toi, mon chum. Bienvenue chez nous. Ah bien, qu'un? Écoute, d'un garage, t'es pas trop perdu, Carbo? Pas vraiment, non. Je vais te le dire, là, c'est un endroit que j'apprécie particulièrement passer ma vie. J'ai passé beaucoup d'années, hein. Malgré mon jeune âge, j'ai presque une quarantaine d'années dans le garage. Ben, justement, on va en parler parce qu'on va te présenter aux gens. Ça se trouve être mon ami Carl Boissonneau, qu'on appelle Communément appelé, oui, Carbo. Carbo, Oui. qui est un mécanicien de formation. Tu vas nous parler un peu de ton Ouais. cheminement, qui est aussi animateur radio, qui est un fanatique malade des voitures, En plus. de tout ce qui fait du bruit, qui sent le gaz, puis qui va vite. J'en plus- oublie-tu, là, Carl? Non, je pense pas. Le plus possible. Évidemment, il faut y aller avec modération. Aujourd'hui, c'est pas les années 80, les années 90. Donc, on doit nécessairement choisir ces endroits pour C'est vrai qu'on aller s'est chercher de l'adrénaline. on s'est adapté un petit peu, hein? Oui. On a une coupe de bonnes rails dans ça. Oui, on en a pas mal. Je te dirais qu'on... Oui, oui. Est-ce que c'est explicable d'un podcast? Peut-être, on verra. Peut-être, on verra comment ça va aller. Tu sais, ce que les gens savent pas, c'est que moi et toi, on est des amis de longue date. Là. Oui. Carl, là, c'est vraiment là, un grand chum. Là. On se parle pas aussi souvent qu'on le voudrait, mais quand on se parle... Je crois qu'on a des bons épisodes, des fois. Là. Tu sais, un téléphone peut durer quelques heures. Là. Oui, mais tu sais, t'es le genre de gars qu'avec les années, t'étais déjà occupé, puis t'es juste devenu de plus en plus occupé. Oui, mais j'essaie de filtrer, j'essaie d'organiser mes affaires. C'est sûr que l'an dernier, j'ai eu un bon petit pep talk là, avec ma santé, ce qui a fait en sorte que j'ai diminué les heures de travail, puis là, j'essaie de plus, comment je pourrais dire, choisir ce que j'aime plus. Au lieu de faire à peu près tout ce qui m'est offert, là, je vais peut-être plus trier ce qui est intéressant à Fait faire. que tu vas choisir. Ouais. Donc, pour commencer, Carl, t'es garagiste, mécanicien, animateur à Radio X. Comme je l'ai mentionné tantôt, les road trips, t'as fait beaucoup de pays. J'ai 46 pays de visiter quand même. Donc, en voiture, il faut le En mentionner. voiture, en road trip, toujours en road trip. Je vais en faire une douzaine cet été. Donc, ça s'en vient. Là. Je vais probablement collectionner mes 60 premiers pays de fête déjà. Hey, je pense que tu vas me dépasser. Je suis tout près de 60, mais tu vas en faire 12 cet été. Oui, 12. 12, si c'est pas 13, sans compter les principautés. Là. Bon. Carl Boissonneau, ton amour pour la voiture, ça a commencé quand? Hey, ça commence jeune. Comme tous les petits gars, d'ailleurs. Chaque petit gars, à un moment donné, ont joué avec un Hot Wheels, ils ont joué avec un modèle à coller, ils ont joué avec... Moi, le plus loin que je me rappelle, OK, le plus loin que je me souviens, c'est... Peut-être j'avais l'âge scolaire ou préscolaire, puis j'aidais mon grand-père à poser ses roues sur sa voiture. Ça donne une idée. Évidemment, j'avais pas la force physique, puis les capacités, puis les aptitudes pour le faire totalement, mais j'allais déjà assez loin à ces âges-là. Je me souviens très bien de ça. Donc, des vieux Dodge des années 70, je te changeais ça, toi, avec un cric directement après le pare-choc, vers la voiture, démange la roue, repose la roue. Ça, c'est des affaires que je me souviens, là, l'âge préscolaire, début scolaire. Hey, ça ne nous rajeunit pas, ça? Non, vraiment pas. Quand On parle de cric début des comme années ça, 70. Après le pare-choc, on ferait plus ça aujourd'hui, là. Non, absolument pas. Il n'y a plus de voitures qui sont conçues pour ça. Mais à cette époque-là, c'était la manière de lever une voiture. À 90 % on remorquait aussi à l'aide du pare-choc de la voiture. Donc, un pare-choc en acier. Aujourd'hui, on a des couvertures en vinyle, en nylon. Mais à cette époque-là, on avait des pare-chocs en acier, ce qui faisait partie prenante du châssis de l'auto.
Donc, Oui, c'était effectivement. directement boulonné, bien avant qu'il y ait qu'on commence à avoir des amortisseurs de choc au niveau des pare-chocs. Ah, à ce moment-là, c'est direct sur le frein. Fer sur fer. Ouais. Et le premier élément de sécurité dans une voiture, c'était le tableau de bord. Le tableau de bord qui amortissait l'impact. Oui, l'impact. Puis le tableau de bord était en métal, peinturé de la même couleur que l'auto. L'impact de ta face dedans. Exactement. Puis il n'était pas rare que nos parents nous assoyaient sur leurs genoux en fumant une cigarette puis en buvant une petite bière pour aller faire un petit voyage. Ben, ça a-tu évolué? Hein? Hein? On est ailleurs. Fait que là, on est des gars de char, Carbo. Conte-moi une histoire de char, ça a commencé comment? Ah, les histoires de char. Écoute, le plus jeune que je me rappelle, comme je te dis, je jouais dans les voitures. Mon deuxième activité préférée, quand j'attends l'autobus dans le rang chez nous, il y a un canal. Chaque bon rang a un canal. Je suis dans le canal, puis j'écoute le son des autos, le dos viré à la circulation, puis j'essaie de deviner c'est quel moteur qui arrive au stop. Je fais ça. 9 fois sur 10, je reconnais le moteur. Un 6.225 chez Chrysler, un Méo penché, un 350 Chevrolet, je les reconnaissais toutes. Un Toyota, un Pontiac, un Pinto. T'as quel âge, là? J'ai 6 ans. Là, tu vas me dire, tabarouette, OK, si tu parles d'une activité pour ça, bien, c'est comme ça. Et là, ce que je faisais, souvent, je prenais 3 modèles réduits à l'âge de 5-6 ans, puis je me faisais un hot rod où je faisais une voiture modifiée à coller. Fait que je prenais un moteur Ford, mettons un moteur 390. Fait que toi, tu faisais un montage à partir de 3 modèles. Ouais. Fait que là, je coupais les doublures d'ailes, j'élargissais la carrosserie, je me mettais des moteurs peinturés en détail près, là. Orange émis, la couleur du bleu de Chevrolet, le bleu de Ford qui était différent de Chevrolet. Puis là, je te faisais une patente, là. C'était incroyable, je m'amusais. Pour finir, à y faire rentrer dans le mur, pour voir la solidité où j'avais bien collé Ben ça. voyons donc. Ben oui, c'était comme ça. Fait que t'es scrappé. Ben oui, scrappais. Je me faisais des Hot Wheels accidentés ou rouillés. Je peinturais style rouille, pareil comme je voyais. Je me rappellerai tout le temps d'un Plymouth Satellite 71 aujourd'hui. C'était une valeur incroyable. Puis je faisais le modèle réduit, pareil que ça. Mon deuxième activité, j'achetais les Auto Hebdo. À cette époque-là, on avait une revue papier journal Auto Hebdo. Je me faisais un scrapbook de chaque déclinaison, de chaque modèle que je trouvais photographié dans le Auto Hebdo. Donc là, j'avais un book, c'était incroyable, là. Puis là, tiens, un satellite avec un 360, tiens, en voilà un modèle ici, en voilà. C'était toutes des petites photos, genre diapositives, là. C'était pas des grosses photos, puis c'était tout en noir et blanc. À ce moment-là, moi, je me documentais de toutes ces affaires-là. Puis la troisième affaire, là, tu vas me dire, c'est incroyable. 7 ans, ça, je me souviens, c'est sûr et certain. 2e année primaire, je prenais l'autobus à Val-Bélair, dans le coin où je demeurais. Je m'en allais sur le boulevard des vendeurs d'automobiles et j'allais cogner à la porte des concessions pour aller chercher la brochure. On appelait ça un pamphlet de chaque modèle. J'en ai tellement collectionné à un moment donné que mes parents ont dit non, ça n'a pas de sens, le feu va prendre dans ta chambre. J'en avais partout. Je m'en suis gardé plusieurs copies que j'ai encore aujourd'hui, qui ont 40 et 50 ans de vieux. Mais c'est des modèles, on va se les dire, c'est des modèles un peu plus nichés, un peu plus rares. Fait que déjà, à l'époque, tu commençais à checker pour avoir des modèles. Je me qualifiais de collectionneur de brochures de chars. Tout ce que je voulais savoir, c'est l'intérieur, quelle couleur, l'extérieur, quelle couleur, qu'est-ce qu'on pouvait avoir, le cuir, le tissu. Ça, c'est primaire, là. On parle de l'âge de primaire. Hey, c'est de la folie, ton affaire. Oui. On peut appeler ça de la folie, mais en même temps, on peut appeler ça une passion. Hein? Ouais, mais tu sais, la passion, à un moment donné, la ligne entre les deux n'est pas très... Et juste sur le bord. Même petit gars de 7 ans qui s'en va dans le coin de la grande ville, puis qui s'en va chercher des pamphlets, puis qui ramène ça à la maison. Écoute, go, il y en a que c'est des hommes forts, il y en a d'autres que c'est des chars. Tu comprends? Moi, je me qualifie d'homme fort des chars. Je pense que tu mérites le titre. Je peux te dire qu'aujourd'hui, je suis le seul animateur radio qui est capable de tenir une ligne ouverte sur l'automobile, dans le sens que sur la mécanique automobile, il n'y a pas de question que je ne peux pas répondre. C'est bien, bien rare que je vais me faire coincer. Mais restons dans les années 70. Un petit peu. Fait que si je te fais écouter un son de char, t'es capable de me dire c'est quoi? Je suis encore capable de te dire. Même la cloche, je vais te le dire. OK, mettons là, que... Mettons qu'une cloche de char... Mettons qu'il fait un son de char, là. Tu vas me dire quel char que c'est? Oui. C'est un Dodge Challenger. Non, t'aurais pas encore fait de son. T'as un Golf-Face? Ah ouais, fais-moi un son. Ça, c'est un V8. Déjà, à la base, c'est un V8 parce que le son vient de ta poitrine. Donc, c'est un musclé. C'est quelque chose qui est plus gros un peu. Et puis, évidemment, les échappements ne sont pas d'origine. Parce que s'ils étaient d'origine, ce ne serait pas ce son-là, ce serait beaucoup plus silencieux. Ça ferait, là... Là, tu parles d'un turbo, là, probablement un turbo avec une wastegate bien collée, ou, tu sais, plus 4 cylindres avec un petit moteur comme ça. Ah ben là... Ah ouais, ça va, Hugo?
Ça, c'est pas un moteur, ça. Ben oui. Eh non. Ah oui, C'est un gars quand qui a je vais au trop bu drag, du quand cœur. je vais au drag, il y en a qui font ce bruit-là. Bon, OK, ce bruit-là, normalement, c'est la révolution par minute qui est limitée électroniquement sur une voiture. Donc, on appelle ça le coupe-feu. Et c'est pour ça que l'explosion se fait en répétition comme ça, à la genre mitraillette. OK, on va se le dire comme ça? Parfait, c'est correct, tu mérites ton titre d'expert. On voulait le tester, là, on le sait. C'est très drôle. Oui, c'est Un drôle. petit peu plus tard, évidemment, l'école exige. Écoute, moi, j'ai commencé à travailler très, très jeune, passer les journaux à l'âge de 10 ans. J'étais un gars qui m'a toujours impliqué. Puis la mécanique m'a toujours interpellé. Ça, c'est tout le temps. Donc, j'ai appris à faire des freins avec mon oncle. J'ai appris à regarder des choses avec mon entourage au niveau de la mécanique. Évidemment, j'ai fait un petit crochet avec les motocyclettes, mais ça ne m'appelait pas comme la voiture. À un moment donné, j'ai 12-14 ans. Moi, dire à peu près entre 12 et 14 ans. Secondaire 1, secondaire 2, secondaire 3, je suis déjà inscrit à un cours d'exploration technique pour apprendre la mécanique, parce que dans le volet d'exploration technique à l'école, on avait un 3 mois de mécanique, un 3 mois de menuiserie, puis on avait un petit cours dans l'électricité de bâtiment. Rien de bien compliqué, pas de la grosse technique, mais quand même, c'est quelque chose qui était intéressant. Donc, moi, il y a un centre de recyclage qui est pas loin de chez nous, une cour à scrap. Et puis, je me dis dans ma tête, je vais aller faire marcher un char qui ne marche plus dans le cour à scrap. Donc, je me promène de soir, parce que là, de jour, il y avait évidemment des employés, puis des chiens. Mais je savais que les chiens n'allaient pas jusque dans le fond de cour, là. Donc, je me choisis la plus belle des chevettes. C'est une chevette des années 70, entre 78 et 79, 76 à 79. Méchant bazou en passant. Premier char, premier petit char Chevrolet intéressant, bien vendu avant le Vega puis la Pontiac Astre, le dégât et le désastre. On avait le Chevette qui était beaucoup plus solide. Puis là, ben, mon enjeu premier, c'est de le faire démarrer. Fait que là, les clés sont à peu près toutes là-dedans. Fait que je me trouve un char qui a des clés. Puis là, j'essaie de faire démarrer l'auto en trouvant une batterie dans le cour à scrap. Puis là, je m'aperçois que l'auto vire. Bon, c'est déjà bon. Pas assez de gaz, je récupère du gaz dans le cour, mais toujours à l'insu du propriétaire. Tout le temps. Il est fermé, la cour à scrap est fermée. Fermé. T'es là le soir. Oui, de nuit, là, de soir. Là. De nuit en plus. Ah là. oui, il fait noir. Là, fait que toi, tu trouves les pièces qui te manquent, Trouve les t'es pièces qui te enlèves, manquent, t'es oui. installes. Le moteur tourne, ça fait plusieurs heures de vérification. Là, les essuie-glaces fonctionnent, les lumières tout le tour fonctionnent. Je viens pour mettre ça sur le drive, il est automatique. Il avance pas, recule pas. La transmission est sautée. Bon, me démonte une transmission sur une autre chevette, dans la même cour. T'as quel âge? Je te jure, j'ai 12-14 ans. Je me démonte cette transmission-là. J'installe la transmission de peine et de misère. Tu l'avais jamais fait avant. Je te jure, Hugo, que même aujourd'hui, avec toutes les facilités que j'ai, mon atelier mécanique, puis l'expérience que j'ai, je le ferais pas. Mais je l'ai fait. Avec des outils, des petits coffres canadiens de temps puis à moitié chez Rona, parce qu'on avait un Rona pas loin de chez nous, fait que j'allais chercher des petits box chez Rona, des petits ratchets, des petits outils, puis j'ai réussi de faire ça. J'ai changé la transmission. Y a-tu avancé? Il avance, il recule. Là, le but ultime, c'est de sortir d'accord avec. Je veux pas le voler, je veux l'essayer. Mais je sais qu'il y a un sentier pas loin, mais il faut que je m'y rende. C'est pas toujours évident. Le fameux soir que j'arrive pour sortir le char, il y a quelqu'un assis dans le char, le propriétaire de la cour à scrap, qui me surveillait depuis tous ces mois-là. Non. Il me surveillait, puis il savait que le char marchait. Puis là, il s'est dit, c'est à soir que je le pogne. Il savait que t'allais venir. Oui, il savait. C'était une question de jour. Il connaissait mes heures, mes affaires, 8h30, 9h, tu comprends? Ah, il continue ça. Oh, ouais. Mais il est assis dans l'auto. Fait que là, moi, je fais le tour, j'essaie de... Non, il dit, viens ici, toi, mon homme. Il s'appelle Denis. Denis, c'est le gars qui a changé ma vie. C'est le gars qui a tellement changé ma vie que c'est une des raisons pourquoi je suis devenu un entrepreneur. Fait que Denis me dit, t'as assez de cœur, toi, mon homme, là, pour avoir fait ça ici, là. T'as 2 options. OK? C'était la fin du printemps. La police ou... La police. Ou tu travailles pour moi. Ou tu travailles pour moi. Exactement ça. Il dit, on va sortir ton char, on va l'amener à côté du garage, puis à la fin de l'été, si tu as fait un bon travail, puis là, tu sais que tu n'es pas rémunéré, là, Ça va être ton char. ça va être ton char. Hey, moi, j'en rêvais à la nuit. J'ai les guides de l'auto, je tourne les pages, je vois les options, les essuie-glaces. Il y avait Power Brake, mon Chevette. Il n'y en avait pas beaucoup qui avaient des Power Brake. Hey, là, j'étais content. Un beau brun rouillé. C'est quelque chose d'extraordinaire. Avec, je travaille pour le monsieur, démange les transmissions, démange les pare-chocs, démange les lumières, donne ça au client, frotte ça, mets ça propre, tout ça, jusqu'à la fin de l'été. À la fin de l'été, il me donne les clés. Il dit, tiens, l'école commence la semaine prochaine. Parfait. Mais j'ai pas l'âge d'avoir un Ouais, permis c'est ça, de t'as pas conduire. l'âge d'avoir un permis. là. Fait que là, je suis dans ma tête depuis des semaines à me demander,
est-ce que je peux pousser l'odieux d'y demander de me l'entreposer une couple d'années, le temps que j'aie mon permis de conduire? Moi, dans ma tête de 12-14 ans, là, 2 ans, c'est vite passé. Mais dans la réalité, on s'entend-tu, ça te tente-tu d'avoir un bazou chez vous pendant 2 ans? Peut-être pas. Il me dit, garde, je vais te l'entreposer, mais avant, je veux te voir le conduire. Fait que je dis, OK. Fait que je prends la voiture. Il dit, tu vois la presse qui est là? Il dit, tu vas l'amener à côté de la presse. OK. C'est là qu'on le laisse? Il dit, c'est là qu'on le laisse. Il prend son tracteur, il prend le char, il le met dans la presse. C'est exactement ça que je pensais. Paye sur le piton. Fait que là, j'ai tout pleuré larmes de mon corps. Je te dis, j'ai jamais pleuré de même de toute mon enfance. Puis c'était quoi la leçon là-dedans? Ben la leçon, c'est que j'avais pas d'affaires là, j'avais pas permission de le faire. Mais ce qu'il m'a montré, par exemple, je l'ai appris. Je savais comment démonter un réservoir d'essence sur un Pontiac-Lemans 76. Je savais quel twist prendre pour démancher un démarreur sur un Chevette. C'était pas si facile sur un Renault 5 de démonter un démarreur. Il y avait tellement de légendes urbaines. Hey, un Renault 5, ça prend une journée, faut que tu sortes le moteur, faut que tu coupes le plancher. Ben non. J'ai trouvé des trucs. Puis ça m'a aidé toute ma vie. Encore aujourd'hui, ça m'aide. Pourquoi? Parce que je ne voyais pas le problème d'une vision tunnel, je voyais le problème de on va en démancher un peu plus, puis on va réussir. T'as peu, là. Là, Denis a mis ton char dans la presse. Oui, il écrasait. Il était plate comme une galette. Là, il était pas plus épais que. Je te dis, là, il était pas plus épais qu'une caisse de lait. Là, il t'a dit quoi? Ben, va-t'en chez vous. T'as-tu continué à travailler pour lui? Ben non. C'est évident que non. Fait que ta relation avec Denis s'est terminée avec ton char dans la presse. Je suis monté le boulevard Lormière avec mon vélo, en pleurant, jusqu'à Val-Bélair chez nous. On parle de peut-être un 10 km. En pleurant. J'étais allé dans ma chambre pleurer. Le lendemain, je pleurais. Là, je comprenais plus rien. Puis après ça, j'ai fait... C'est ta première peine d'amour que tu as eue. Ben oui. Bien avant de connaître des madames. Là. Ça fait plus mal, celle-là. C'est épouvantable. T'as pas pensé l'idée, là, qu'à un moment donné, je demande à mon chum, on n'avait pas de jack, on n'avait pas de lift. Comment je vais faire pour pousser la transmission dans le trou? Ils disent, on va te la mettre sur toi, puis on va te tirer par les pieds. Non. Ben oui. Il me tire par les pieds, moi, je tiens la transmission, puis pour ça, j'arrive en dessous, je la pousse. Après ça, faut te mettre les Mon boules. chum la boulonne 2 boules, et là, lui, il se pousse parce que Nelson, il a peur de tout, là. Il a peur du vent. Fait que lui, il sait, là, que c'est quoi de mal qu'on fait, là. On fait rien de mal. Il aurait fallu passer par un autre chemin. Aujourd'hui, je me dis, si j'ai un enfant ou je connais un enfant qui a envie de pratiquer la mécanique, viens, on va aller voir le recycleur. Mais tu sais, avec les assurances et toutes ces affaires-là, aujourd'hui, ça se fait plus, ces affaires-là. Non, puis en même temps, à l'époque, les gars qui avaient des cours en scrap, c'était quand même des gars assez rough, là. Ben oui, c'était pas des petits bonhommes. Non. On s'entend que ça se gérait à coups de jurons. C'était pas fameux, là. T'sais. Mais il a joué son jeu de père aimant. Parce que moi, je l'appelle un père aimant, ce Denis-là. Ce Denis-là m'a donné le goût d'encore plus d'être mécanicien, mais en plus, m'a donné une leçon extraordinaire. C'est le respect des biens d'autrui. Tu comprends? C'était pas à toi. C'était pas à moi. Fait que, tu sais, qu'il me tombe du ciel de même, qu'il me le donne, c'était presque merveilleux. Mais le fait que j'ai travaillé, je mettais un baume sur toute cette histoire-là, puis je me disais, bon, écoute, on s'en lave les mains. Puis tu as eu une formation à un jeune âge que tu n'as pas eu besoin de payer pour. Non, voilà. Mais c'est là qu'en secondaire 3, je me suis inscrit en mécanique générale. Et étant donné que j'étais un petit Chris, tout ce que j'absorbe comme data à l'école, ben c'est pas assez pour moi. Je dérange tout le monde. Fait qu'à un moment donné, le professeur, le directeur, tout ça, ils m'ont dit, là, faut que tu t'occupes encore plus. Fait que j'ai décidé de prendre un cours avec un professeur extraordinaire, Saka, en électricité de bâtiment. Fait que j'ai dit, je vais prendre un cours de plus au lieu d'aller à la bibliothèque parce que je dérange tout le monde, puis l'éducation physique, je voulais rien savoir. Ça fait que là, ce que je fais, c'est que je fais un cours d'électrique puis de mécanique en même temps. Hey, Hugo, j'étais comme un poisson dans l'eau. Je tripais, j'étais un mécanicien. Je le savais que j'étais mécanicien. Puis plus tard, je te l'apprendrai tantôt, mais l'électricité m'a beaucoup, beaucoup aidé au niveau de l'électricité des autos. Oui, parce que ton nom de garage, c'est Carbo Auto-électrique. Exactement. Donc, le lien électrique, on n'a jamais vraiment parlé, fait qu'on va en parler aujourd'hui. Oui, exact. Je ne veux pas sauter d'étape, je suis encore à l'époque du secondaire. Secondaire se termine, secondaire 5 se termine, puis moi, je voulais me perfectionner encore plus en mécanique. Il s'est ouvert un cours, une espèce de cours un peu de technique, mais plus différente. On va dire un peu comme usinage, un peu comme les dessous de la mécanique. Autrement dit, on ne touche pas de moteur, on touche à tout ce qui est alentour. Donc, des pièces de métal, comment alaiser un bloc moteur, toutes sortes de choses comme ça. Donc, j'ai refait un dernier secondaire 6 avec cette spécialité-là. Encore une fois, il est arrivé un défi devant nous autres. Moi et mon meilleur ami, il y a une moto qui est dans le coin, ça fait depuis le secondaire au début que je le vois. Je demande au prof, on peut-tu remettre ça en marche? Impossible, elle scrap. Peux-tu la remettre en marche? Impossible, elle scrap. On peut, est-ce que je peux relever le défi de la remettre en marche? On le met en marche.
On a mis un vieux 3 roues Kawasaki, 350 cc, en marche. Puis après ça, ben, l'ultime, c'est d'aller l'essayer. Part avec le 3 roues, mon homme, au fond. 1, 2, 3, 4, les vitesses. Viens pour arrêter en avant de la clôture. Pas de briques. Pas de bris. Ouais. Bang dans la clôture. Tu étais capable de le faire avancer. Oh, Il marchait. Oui. Arrêter, c'est une autre histoire. Tu dirais-tu que, c'est quand on est jeune, là, puis maintenant, c'est un des défis, les jeunes ont beaucoup de difficultés à l'école de se motiver. Quand tu trouves ta passion, là, Oui. l'école devient drôlement plus facile. Mais ça devient comme l'option. On s'entend. Moi, je me lève le matin. Je me suis trouvé un surveillant d'élèves qui vient faire garder ses enfants pas loin de la maison. Donc, j'embarque avec lui. J'arrive à l'école bien avant l'ouverture de l'école. Je suis déjà dans l'étalier mécanique avec la permission de mon professeur. Puis, je suis déjà en train de travailler là-dessus, nettoyer des pièces. Je pouvais passer Les cours semaines. sont pas commencés. Les là. cours sont pas commencés. C'est drôle parce que... Le midi, je le passais dans l'atelier. Le soir, je n'étais plus sortable de là. Tu comprends que j'étais toujours dans l'atelier, là? C'était ça, ma vie, là. Tu vois le parallèle entre, mettons, moi, qui était la Oui. même chose, l'entraînement. Oui, exact. Parce que moi, l'entraînement m'a aidé à être un élève premier de classe parce que Ouais. je voulais exceller à lever des poids, puis j'ai compris que pourquoi pas essayer d'exceller dans tout ce que tu Non, fais. ça, j'étais tannant à l'école, par exemple. Mais j'étais tannant. J'étais tannant, moi aussi, J'écœurais tout le monde. mais j'étais bon. Mais j'étais bon. C'est ça que les professeurs trouvaient plate. C'est qu'ils ne pouvaient pas me semoncer, ils ne pouvaient pas me punir parce que mes notes étaient extraordinaires. Sauf qu'à un moment donné, ils ont dit... là, Ça finit qu'ils te punissent trouve pas une pareil. là. passion, va-t'en dans ton cours de mécanique et qu'arrête de nous écœurer. Tu sais, tu comprends? Il était comme ça. Moi, il me disait de m'en aller. Moi, c'est... Oui, il disait, OK, tu peux partir. Je demandais pour aller aux toilettes. Je revenais, écoute, c'est à la fin du cours. Puis, Tout le monde est heureux. Tout le monde était heureux, puis lui était heureux. Ben oui. Puis moi, j'étais heureux. Je dérangeais pas. Puis puis j'avais c'était des pareil. grosses notes. Fait que, non, ça a été... C'était une belle période. Après ça, ben, tranquillement, l'école est terminée. Je me suis inscrit au cégep. Au cégep, je voyais que, en regardant le prof de philo, là, j'étais en train de perdre ma vie là. Fait que là, j'ai ressorti de là. Puis je suis allé reparfaire mes connaissances, mais cette fois-ci à l'école technique. C'est là que tu as appris l'électricité. L'électricité, je l'ai appris au secondaire. Et là, j'ai 2 options qui s'offrent à moi. Le cégep, je mets ça de côté. Puis là, j'ai 2 options. Est-ce que je deviens électricien de bâtiment ou je deviens mécanicien? À l'époque, électricien de bâtiment, c'était glamour. C'était dans la construction, c'était très payant. Mécanicien, c'était le bas de gamme. C'était moins bien vu. Oui. On était longtemps à qualifier les mécaniciens de pas bons, puis qui généralement, n'ont pas voulu aller à l'école. Quand tu n'étais pas bon à l'école, C'est ça. tu étais mécanicien. Puis quand tu étais écœuré d'aller à l'école, tu apprenais sur le tas. Hein, il y en a tellement qui ont appris sur le tas. Mais un mécanicien, il peut aussi sortir de formation. Puis il y en a qui font des gros salaires. Là. Oui. Puis ce que je vois aujourd'hui, il n'est pas rare. Aujourd'hui, là, à 100 000 par année, là, plusieurs mécaniciens là, à 100 000 par année, avec pas tant d'extra que ça, là, aujourd'hui. Mais à cette époque-là, là, moi, je travaille dans un garage. Là, je rentre à 8 heures, puis à 10 heures, j'ai plus besoin de moi, ils me sortent dehors. Là. J'étais pas d'affaires là. Fait que moi, j'allais dans un autre garage. Puis j'allais dans un autre garage, puis j'allais dans un autre garage. Je faisais des fois 3 garages dans la même journée pour me faire une journée de salaire. Pour faire des heures. Oui. Et des fois que je donnais mon temps complètement. Je me rappellerai tout le temps, le premier concessionnaire Chevrolet dans mon coin à Val-Bélair qui est ouvert, quartier Pontiac-Buick. La roulotte de chantier, le garage n'est pas bâti. Moi, je suis là, je cogne à la porte, tu peux-tu venir travailler? Ben non, on n'a pas d'atelier, on n'a rien. Non, il y a de la neige chez Char, on va déneiger. Non, moi, j'ai pas de salaire pour ça à te donner. J'ai faut ouvrir les... J'ai dit, OK, je vais y faire. Donne-moi un balai. Je les ai faits. Ils m'ont engagé, hein? Après 2-3 semaines de déneigement, 400-500 chars à déneiger. Ils m'ont engagé. J'ai jamais eu peur. Puis ça, les jeunes, je leur dis souvent, parce que je suis hôte de stage, je fais beaucoup de lutte au décrochage avec mon atelier, avec des jeunes qui ont, par exemple, secondaire 2, ils ont envie de décrocher. On les prend en stage 2 jours, 3 jours semaine, 2 jours d'école, 3 jours d'école. On essaie de leur faire apprendre leur français, leur mathématiques, au moins savoir compter. Et puis, je leur explique toujours la même affaire. Travailler, t'es pas obligé d'être payé. Pour apprendre, t'es pas obligé d'être payé. Mais quand tu auras appris, tu seras payé. C'est bon que tu dises ça parce que j'arrête pas de dire ça à un de mes caméramans ici. Oui. Pas obligé d'être payé. Non, pas obligé. Pas obligé. C'est Tu bon peux donner. ce qu'il dit. C'est Tu bon peux ce qu'il donner. dit. Tu peux donner d'envie. Puis c'est ce que j'ai fait, là. À commencer par mon chevette. J'ai travaillé tout l'été là. On s'entend-tu? Donc, je suis allé à l'école technique. Là, c'est vraiment, là, c'est de la mécanique, là, en module. On apprend les transmissions, on apprend les moteurs, tout en module pendant des mois, chaque module. On apprend l'électricité. Là, l'électricité, moi, je la connaissais beaucoup. Mais mes professeurs étaient toujours un peu mitigés puis ils ne comprenaient pas trop. Puis, j'ai commencé à travailler à l'atelier que je suis propriétaire maintenant. Et l'atelier dont je suis propriétaire, l'homme qui tenait cette boutique-là, lui était un spécialiste en électricité depuis des années. On parle d'un métier d'une 40aine d'années.
Donc, ça donne l'idée. Fait que en parallèle, je prends mes cours de soir, puis 2 jours, je travaille pour lui. Premier garage qui me slack pas. Ah, c'est le fun. Je peux travailler 40 heures semaine. Puis là, tranquillement, j'ai amené mes connaissances, ma fibre entrepreneuriale, à additionner à ses connaissances à lui, puis là, on s'est mis à péter des scores au garage. Mais pendant que je faisais mes cours, on était toujours jumelés 2. Puis ça m'a tué, là. T'as même pas idée. C'est là que j'ai réalisé que si tu veux résoudre un problème mécanique, il faut pas que tu le fasses à 2. Faut que tu le fasses tout seul. Là, je te donne un exemple. On est en train de travailler sur une transmission Ford. Belle transmission, on la démonte sur l'établi, comme ça, ici, la belle établi. Et puis là, on la présente au professeur, on explique quelle pièce fait quelle affaire, puis après ça, on la remonte. Le professeur ne nous évalue pas, mais à la fin, il va ouvrir la transmission à nouveau pour voir si tout a été fait dans la règle de l'art. Moi, je suis pas plus observateur qu'il faut, je me concentre sur une partie de la transmission. Mais pas sur l'autre. Puis mon collègue, non, c'est ça. On remonte la transmission, tout est beau, t'es sûr, tout est beau, oui. Tout ton bout de tes beau. Tout mon bout était beau, mais j'ai quand même eu un échec sur les transmissions. Oui. Parce que mon collègue, lui, les pièces étaient dans ses poches. Parce que lui, là, pour lui, là, il savait pas où la mettre, fait qu'on va la mettre dans nos poches. C'est un bon truc. Ouais. Et que là, le professeur, il dit sont où les morceaux? J'en ai besoin, il voulait pas le dire. À un moment donné, je vois bien qu'il y a les poches grosses de même, là. Ils sont dans ses poches. T'sais. Il sort là. Il y a eu un échec. Premier échec. Ça m'a donné un coup. Parce que là, je réussis, là. Je TQ, je pose des roues, je fais mes affaires, je fais mon chevette, je réussis. Mais là, pourquoi je réussis pas? Parce que je me suis fié à quelqu'un. À partir de ce moment-là, je me suis plus jamais fié à personne. Puis il arrive encore aujourd'hui que je contre-revérifie mes employés pour être sûr que tout est correct. C'est pas freak un peu, c'est freak beaucoup, tu vas me dire. Ouais, mais t'as appris à la dure. Oui. Puis c'est l'échec, moi, je suis pas capable, là. Faut réussir. Ma réussite est importante. Ça, si je fais un parallèle avec, par exemple, un gars fort comme toi aussi, c'est pareil. Ben, Même si on dit qu'un jour, il y a quelqu'un qui va nous dépasser, l'élève va dépasser le maître, on veut pas se faire dépasser. on ne veut pas se faire dépasser. Mais tu sais, on va faire un parallèle. Quand j'étais à l'école de police, je suis dans le cours de Defendo. Donc, on a une mise en situation où moi, je suis le leader de mon équipe, puis on fait une intervention comme si on arrêtait quelqu'un. Puis il y a tout un principe, il y a de la résistance, une intervention physique. Puis au final, j'aurais été le seul, notre groupe, à vrai dire, pas juste notre groupe, j'aurais été le seul de toute l'histoire de l'école de police à avoir une note parfaite dans ce cours-là. J'ai fini 96, j'aurais fini avec 100%, parce que il y a quelqu'un qui n'a pas fait ce que je lui ai demandé, qui était de barrer les menottes une fois que les menottes avaient été mises. Et j'avais quand même donné, là, mets-lui les menottes, puis barre-les. Puis là, dans l'excitation du moment, parce que ça se fait, puis il y a quand même un niveau de stress. Tu n'es quand même pas assuré qu'il était barré. Ben, après, c'est pas ma job d'aller vraiment le faire. Tu dis quoi faire, et là, tu prends pour acquis que les autres vont le faire. Voilà. Vu qu'ils ne l'ont pas fait, vu que c'était tout le groupe, on a tous été pénalisés. Perdu 4 points. On a perdu 4 points qui m'auraient donné une note parfaite. Puis à la fin, le professeur était venu me voir puis il m'a dit, lorsqu'on parle de chasse et de pêche au Québec, il y a un incontournable. Et l'incontournable, c'est que tu as besoin de vêtements et d'articles de chasse et pêche. C'est la raison pour laquelle je me suis associé avec Sport Chief. C'est une entreprise québécoise qui est connue à travers le monde. Et pourquoi j'ai choisi Sport Chief? Parce que, ça me ressemble. Parce que ça n'a pas de limite. Et si on peut améliorer un produit, ils vont le faire. On retrouve tout. Et les professionnels, ils s'en équipent eux aussi. Donc, si c'est assez bon pour eux, c'est assez bon pour moi, c'est assez bon pour vous. Un gros merci à Sport Chief, notre présentateur officiel du podcast Sans Limite de Hugo Girard. C'est pas un secret, j'ai lancé ma gamme de vêtements de travail il y a maintenant près de 3 ans. C'est pas facile dans le vêtement de travail de se démarquer. Quand tu veux le faire, il faut que tu fasses un produit qui est différent des autres. Je voulais un produit qui me ressemble, un produit qui soit fort, un produit qui soit résistant, un produit avant-gardiste et un produit qui va faire le travail. Avec Hugo Strong, on a un produit qui vous protège, on a un produit qui est efficace sur le terrain et on a un produit aussi qui paraît bien. Non seulement on a les vêtements de travail, mais on a aussi les bottes de travail avec King Thread, la série Hugo Strong, des bottes haut de gamme, des produits pour rivaliser avec ce qu'il y a de meilleur sur le marché. Et dans la botte, Hugo Strong dans King Thread, c'est ça que ça nous prend. Tu sais qu'on peut compter sur les doigts d'une main ceux qui ont eu ta note, et si ça n'avait pas été de cette erreur-là, tu aurais eu 100 puis ça, c'est jamais arrivé. Ça, c'est jamais arrivé, imagine. C'est un peu comme ça. C'est ma carrière, j'ai fini ma mécanique. J'ai réalisé qu'après toute cette technique-là, j'en apprenais pas autant qu'en travaillant. Tu comprends?
même si la technique nous amène à faire des choses, à réaliser des objectifs, ces objectifs-là, bien souvent, dans le métier, on va passer un peu, on va contourner, on va aller au plus rapide, on va aller, excuse l'anglicisme, straight to the point, puis on va travailler à l'envers. C'est-à-dire, on ne fera pas nécessairement un tableau de résolution de problème, on va s'en aller avec l'expérience plus près du problème. Problème possible. Exactement. Ce qui va faire en sorte que si tu es un entrepreneur puis que tu passes un peu droit de ces étapes-là, c'est un peu moins payant. Mais en réalité, oui, parce que tu vends moins de temps, mais oui aussi parce que tu règles des problèmes plus rapidement. Donc, tu te fais apprécier de ta clientèle. C'est un peu ça. Donc, quand arrive le temps, je deviens employé de mon patron. Et puis là, ben, mes connaissances versus les siennes, j'en ai appris énormément avec les siennes aussi. Veux pas. Et puis, dans le temps, tranquillement, ce qui devait arriver arriva, c'est que j'ai proposé de l'acheter. Et là, il a pris ça très froidement. Il n'était pas nécessairement prêt dans sa tête à se faire acheter parce qu'il ne voulait pas une retraite. Donc, moi, je lui ai promis un beau contrat de travail avec tout ce qu'il fallait. Puis, c'est ce qui est arrivé finalement. Combien d'années après que tu as commencé à travailler pour lui? J'ai commencé en 96, j'ai acheté en 2002. C'est quand même assez rapidement. Oui. Oui. Pourquoi? Parce que bien des gens dans mon entourage me disent arrête de t'éparpiller. Tu es un entrepreneur, on le voit, on le sait. Arrête de t'éparpiller, vas-y. D'ailleurs, quand je suis arrivé à cet atelier mécanique-là, c'est moi qui faisais les factures, je dealais avec la clientèle, je dealais avec les fournisseurs de pièces. Là, à un moment donné, j'ai compris, par exprès ou pas par exprès, j'ai compris que, OK, c'est bon. Ça fait toujours peur, pareil, des fois. Tu sais, tu as commencé comme un passionné. Ouais. Ensuite, tu as commencé à pratiquer, étudier. Ouais. Tu es devenu entrepreneur. Par la suite, là, ton amour de la voiture a continué par agrandir. Puis là, tu es passé d'entrepreneur à devenir un passionné. Tu fais des road trips. Tu connais à peu près toutes les marques. Avant de partir sur tes road trips, les 3 grandes marques américaines, Chevrolet, Ford, Chrysler. Lequel? Ça va être Ford. Ford, pour beaucoup de... Ah là, il y en a qui vont dire « qu'un Ford, fabrication ordinaire, réparation dispendieuse ». Il faut comprendre que dans le monde de l'automobile, peu importe quelle concession vous allez visiter, peu importe quel garage, quelle ampleur, quelle chaîne de vendeurs d'automobiles vous allez visiter, dites-vous que l'atelier mécanique est 3 fois plus grand que la salle de montre. Et posez-vous la question pourquoi. Parce que... Puis là, je ne veux pas faire de peine, là, mais c'est tout pensé pour briser. Ouais, le pourquoi, c'est que ce qu'on va faire notre argent, c'est sur la pièce de remplacement et non pas sur la boîte de tôle avec la plus belle des couleurs que vous avez choisies. C'est d'ailleurs pourquoi qu'on va recommander de changer telle pièce après tant de kilométrage. Et voilà, l'entretien, on vous garantit plus ou moins. Tu sais, Hugo, à un moment donné, je te dis, ouais, toi, t'es bon, là, mais après 3 mois, pas sûr que tu vas être encore bon. Là, tu vas me dire, hey, insulte-moi pas. Ben, pourtant, votre concessionnaire vous dit qu'après 3 ans ou 60 000 km, son char il n'est plus garanti. Oui, il n'est plus garanti. Il n'a plus de garantie. Il n'est plus bon, ton char. Calcule qu'il va briser. C'est sûr et certain. Il peut briser entre 0 et 36 mois, mais aussi il peut briser plus loin ou moins loin, tout dépendant. Donc ça, cette manière de penser-là, puis on la vit de plus en plus avec, tiens, par exemple, les Coréens, utiliser, jeter, grosse garantie de 5 ans, après ça, fini. Les Européens, grosse garantie de 4 ans, 80 000 kilos, après ça, fini. Ça amène une manière de penser puis une manière d'utiliser l'automobile qui est complètement hors ce qui a toujours été. En 1970, quand tu achetais une voiture, tu l'achetais jusqu'à temps qu'elle meure de sa belle mort. C'était long, là. Et bien souvent, le moteur lâchait avant la carrosserie. Ben oui. Puis le parc automobile avait 15 ans, 20 ans. Aujourd'hui, après 5 ans, là, t'en veux plus du char. C'est fait aussi pour que tu remplaces ta voiture à la fin de ta garantie. La plupart des gens veulent être garantis. Oui. Donc, ils ont sorti un nouveau modèle. Ta garantie finie, on change de véhicule. Donc, finalement, tu finis jamais de payer ton char parce que tu en as toujours un nouveau. Sans compter qu'on va ajouter, mettons, une plus-value, une équité négative sur la valeur du 2e véhicule, puis on se ramasse après 4 véhicules à en payer 3 quasiment dans le même montant. Ça, c'est toute une stratégie. Hein, c'est du marketing autour de ça. Mais il n'en demeure pas moins qu'à la base d'une voiture, c'est la 2e, si c'est pas la 3e dépense la plus importante de ta vie, sachant pertinemment que la première dépense la plus importante de ta vie, c'est... Ta maison. Tes impôts. Ah, 50 de ton salaire. Oui. Ensuite, ce sera ta maison.
J'avais pas vu ça comme une dépense. Ben, c'est une dépense. Ouais, À toutes les fois que tu gagnes $1, je t'en enlève 50 cents. C'est pas une dépense, c'est plutôt une punition. Oui. C'est un peu une sentence. C'est un Mais oui. passage obligé, Hugo. Là, je vais te poser des questions en rafale. Tu me réponds rapidement. Ferrari ou Lamborghini? Ferrari ou Lamborghini? Moi, je te dirais Ferrari. OK. Marque indépendante, seul propriétaire de eux. Fait pas partie d'un groupe. Ça te donne une idée? Parfait. Ensuite, quelle voiture que tu n'achèterais pas, même si on te mettrait un gun sur la tempe? Tout à peu près ce qui est allemand, ici au Canada. Ah ouais? Oui, tout ce qui est allemand. Donc, c'est pas conçu, c'est pas pensé, c'est pas la manière nord-américaine de fabriquer une voiture. Mais si t'es en Allemagne, c'est correct. Ah oui, ben oui, les conditions météo sont très différentes. Donc, si je te mets une barrette de 60 fils d'un plancher du chauffeur chez Mercedes, tiens, on s'entend, là. Mercedes, tu lèves le tapis, série C, là, un C350, là, tu lèves le tapis, il y a un deuxième sous-tapis, il y a une cavité, un beau plat d'eau. 80 des des Mercedes sont pleines d'eau dans le fond. Puis là, tu as une belle barrette de 60 fils, des connexions ouvertes, même pas protégées, rien. Ici, on a de la neige, on incorpore ça dans l'auto, puis on se ramasse avec des troubles. En Europe, il n'y a pas ça. Ils n'ont pas ça. Tu comprends? Donc, si je te conseille de quoi de pas acheter, ici au Québec, la germanique. Parfait. Mais si tu en achètes une, ta Mercedes, ta Porsche, puis ta BM, laquelle? Ouais. Aucune de ceux-là? Honnêtement, peut-être j'irais vers Porsche. Pourquoi? Ben, solidité. C'est très, très solide. C'est une voiture qui a traversé, ben, tu sais, c'est pas tous les modèles encore, là. Parle-moi pas d'un Panamera, ben d'un Macan, là. Mais mettons un 911. On va être un peu plus niché dans notre choix. Un 911, 4 roues motrices, assez solide, bonne transmission, très, très bon moteur. On pourrait peut-être y aller. Mais encore une fois, un char d'été. Je me promènerai pas avec ça l'hiver. Puis Macan, Panamera, pourquoi? Non, parce que c'est des bebelles. C'est des bebelles. Et là, la question qui tue. Là, tu sais ce que je m'en vais. La voiture électrique. Ouais, là, je te dirais, Hugo, que j'ai une bonne expertise dans l'auto électrique. D'abord, il faut savoir que l'auto électrique a à peu près 120 ans d'âge. OK, on s'entend, là, on faisait des autos électriques. Oui, on pense que c'est récent, mais ça ne l'est pas. Non, pas du tout. Donc, pour avoir visité des musées un peu partout dans le monde, des musées de voitures, des 1900, des 1902, des 1904, on en a vu. Dont les moteurs étaient dans les roues. Des moteurs électriques avec des batteries au plomb, avec une autonomie supérieure à beaucoup de voitures qu'on connaît aujourd'hui. Et pourquoi ça ne s'est pas développé, que ça n'a pas continué? Pourquoi ça ne s'est pas développé? C'est simple. Le coût des matériaux à l'époque. On devait à l'époque le cuivre, l'aluminium, le plomb. Il fallait le travailler. C'est très, très cher. Encore aujourd'hui, les fabricants ont des gens qui sont installés dans leurs entreprises juste pour éliminer, on va se dire, 30 cm de fil pour sauver des millions de dollars au bout de la chaîne à saucisses. C'est calculé de même. Là. C'est calculé, là. Tout est calculé. L'auto électrique, présentement, de la manière qu'on la voit, j'ai travaillé sur les moteurs roues d'Hydro-Québec, sur la fameuse Intrépide dans les années 90. J'ai travaillé sur un Ford Ranger. J'ai travaillé sur certains modèles d'auto électriques aussi qui étaient à l'île de la Quarantaine, l'île aux Grues, dans le fleuve Saint-Laurent. Ce sont toutes des voitures qui ne sont pas adaptées à notre climat à la base. Ce sont toutes des technologies qui ne sont pas prêtes encore pour nous. Ça serait prêt, par exemple, en Californie. Ça serait prêt, peut-être, en Allemagne. Mais ce qu'on voit présentement, ce qui nous est offert, c'est nous est offert par un lobby. Un lobby de la matière première, un lobby d'une entreprise, un lobby qui va venir convaincre nos gouvernements de faire une technologie qui va être suffisante pour enrichir, justement, l'État. Tu comprends? L'enjeu, c'est de se déplacer. Tout le monde, personne ne va passer à côté de l'enjeu de se déplacer d'un point A au point B. Le deuxième enjeu, c'est de se déplacer à faible coût. Là, on va se dire, parfait, nos pétrolières, on leur fait un pied de nez, parce qu'on est maintenant électrique. N'en demeure pas moins qu'avec les pétrolières, vient des taxes. Taxes de carbone, TPS, des revenus, véhicules, des assises. Il y a plein de taxes. Et avec une partie de ces taxes-là, on va pallier aux dégradations du circuit routier de la province de Québec. Quand on tombe électrique, on vient dépendant d'un monopole. Parce qu'on sait qu'ici au Québec, on a une énergie qui est propre, mais qui est détenue par un monopole. C'est une société d'État. Mais on n'aura plus de revenus de taxes pour entretenir les routes. On n'aura pas de revenus de taxes. Donc, évidemment, on va avoir besoin d'aller chercher de l'argent dans tes poches. Puis on va le faire comment? En augmentant le coût de l'électricité? Oui, en utilisant ton auto électrique pour redistribuer l'électricité
hors des heures de pointe. C'est pas d'aujourd'hui là, que le gouvernement se prépare à venir te siphonner avec ton char électrique. Et, pour terminer, une technologie qui est super facile, on la connaît aux États-Unis, le péage. Donc, on va avoir un lecteur optique qui va lire ta plaque, pareil comme n'importe quelle route à Il péage n'aura aux peut-être États-Unis. même pas besoin de lire ta plaque, étant donné que c'est des voitures intelligentes. Oui. Il va avoir Mais il va falloir coordonner tout ça. Plus facile de lire une plaque. La plaque est émise par l'État. Donc, on va lire ta plaque, on va te facturer au kilomètre que tu auras parcouru. Au début, ça va être peut-être sur une base volontaire, mais éventuellement, on va t'attraper, peu importe. Je te flash sur le pont de Québec, je te flash sur la 10 à Richelieu, puis t'es cuit. Tu viens de dépenser 250 km, tu vas être taxé là-dessus. Au bout de l'année, on calcule que tu as fait 25 000 sur ton rapport d'impôt. On te facture sur 25 000 km. L'auto électrique, Hugo, c'est une auto. L'argumentaire pour aller chercher ça, c'est évidemment le prix d'utilisation, le coût d'utilisation. Et évidemment aussi le CO2 qui ne sera pas émis. Oui, la pollution qu'on mais on élimine. oublie tout ce qui est en amont de ça. Les enfants dans les mines de lithium. Oui, parce qu'on ne parle pas de ça. Le transport par bateau avec le pétrole qui consomme comme des centaines de milliers de voitures d'un continent à l'autre. On ne va pas te parler du recyclage, on ne va pas te parler de l'enjeu des dangers pour les incendies, on ne va pas te parler de toutes ces choses-là, puis on va certainement oublier de te dire que ton auto électrique, c'est une voiture qui va briser quand même. Et dans l'argumentaire de vouloir te la vendre, on va te dire, c'est une auto qui ne brise pas. Il n'y a pas de changement d'huile, il n'y a pas de changement de courroie. Ce qui est archi faux, parce que chaque moteur, chaque pièce mécanique a besoin d'une lubrification. Une lubrification, oui. Ouais. Donc, ce qu'on va faire avec cette voiture-là, c'est qu'on va te vendre une voiture beaucoup trop chère, puis on va enlever l'accès à la jeunesse. Il n'y a pas une jeune qui va être capable d'acheter, par exemple, sans vouloir nommer de nom, un Tesla à 65 000 pour aller à l'école. Il n'y a pas un parent qui va le faire. S'il y en a, tant mieux. Sont parfaits. Mettons que ça ne sera pas la norme. Mais ça ne sera pas la norme. Donc, quand est-ce qu'on va être capable d'aller chercher un équilibre dans une industrie en mettant un lobby puis une poussée gouvernementale et des exigences à avoir poussé l'odieux à une certaine date, 2035 en l'occurrence? C'est impossible. L'autre aspect aussi qu'on oublie de discuter, c'est l'accessibilité à l'énergie. Oui. Parce que là, ton parc électrique va être drôlement surchargé. plus gros qu'il est maintenant. N'oublie là. pas, on parle de l'auto, là. Mais on a aussi mis les fournaises au mazout dehors. Donc, tous ces gens-là qui se chauffaient au mazout sont rendus électriques aussi. Donc, notre service, notre production d'électricité ne pourra même pas suffire à la tâche. On va être obligé de vous demander de laver votre vêtement, la laveuse, le lave-vaisselle dans la nuit. Va falloir. Tu penses qu'on s'en va là? Ben oui, on s'en va là. C'est sûr qu'on s'en va là. Puis ça, cette voiture-là, là, peu importe la marque de voiture, là, a tellement des faibles valeurs de revente, parce qu'on en a parlé un petit peu plus tôt, là, la garantie. Là, la batterie est rendue à 60 Oui, puis sont chères, les batteries. Là. Qui veut un cellulaire avec une batterie à 60 sur Marketplace? Personne. Personne ne veut ça. Encore plus la voiture. On s'entend? Donc, les valeurs de revente sont extraordinairement basses. Les parcs de voitures usagées électriques sont en train de gonfler. Et en plus de ça, les assurances. L'enjeu d'assurance. Quand tu demandes à une industrie de se conformer à une date avec un lobby, un gouvernement, un cadre, vite, tu te dépêches, tu dois fournir à 100 de la population 100 de ton produit électrique, ça ne marchera jamais. Pourquoi pas demander, puis il est un peu tard, pourquoi pas demander à une industrie, je t'exige des normes de moins en moins grandes en émissions de CO2, jusqu'au point où tu me fabriques un moteur avec une technologie qu'on ne connaît pas encore, qui va émettre rien. L'industrie va se revirer de bord. Des passionnés comme moi et toi vont fabriquer quelque chose qui va marcher. Tu te rappelles dans les années 60, hein? Hey, Ford, ils ont vendu un Thunderbird qui marchait à l'eau. Renault, ils ont vendu un char. C'est pas ça l'hydrogène? Le moteur hydrogène? Mais c'était pas de l'hydrogène à l'époque. Mais une espèce de moteur. Tu as déjà entendu parler de ça, là? Oui, oui. Un fameux moteur qui faisait 80 000 au gallon, 90 000 au gallon. Ouais. Tu comprends? L'industrie l'a caché, l'industrie l'a racheté. J'ai fait tellement de musées pour chercher ces genres de prototypes-là. Les as-tu trouvé? Je n'ai pas trouvé. Parce qu'ils ont détruit. C'est ça. J'ai vu des voitures électriques détruites. Ça, j'en ai vu en masse. Mais ces technologies-là, jamais. Donc, si je t'écoute, puis je regarde ça, ma question serait, est-ce que le lobby électrique est plus fort que celui des pétrolières? Mais en même temps, c'est les pétrolières qui ont éliminé ces fameux moteurs-là qui ne dépensaient pas et qui étaient ultra performants. Oui, puis non. C'est-à-dire que
l'industrie de l'auto n'a jamais été fermée. On s'entend, on parle des 1900, on avait des autos électriques. Donc, l'industrie de l'auto n'a jamais été fermée à l'électricité. On a tout essayé. Hein? La turbine, le moteur à l'eau, à vapeur, on les a tous eus. On les a tous eus dans Ouais, mais on l'industrie. s'entend que ceux qui fabriquaient des moteurs tels qu'on les connaît, atmosphériques, qui utilisent de l'essence, ils n'ont pas intérêt à voir le marché électrique à prendre de Vraiment dessus. pas. D'ailleurs, c'est pas compliqué. Regardez l'actualité. De plus en plus de grands fabricants, on commence par l'Europe, délaissent l'auto électrique pour revenir au moteur à combustion. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'on est carrément dans le champ, parce que la technologie est déjà obsolète. Donc, c'est comme si tu achètes une voiture avec une batterie de type iPhone 2. Puis elle est déjà dépassée. Elle est déjà dépassée. On est rendu au iPhone 15. Là, tu m'amènes une technologie de 2. On n'est pas là. Là, on travaille sur toutes sortes de batteries, on travaille sur l'hydrogène, on travaille sur plein de technologies, mais en réalité, on devrait laisser une industrie se conformer à des normes, et comme ça, on va réaliser bien des choses. N'oublie pas, dans les années 70, les autos consommaient. Hein? Toutes les Oui. autos consommaient énormément. Dans les années 80, crise de pétrole, on amène des V8 à des niveaux ridicules. Là. Un V8 Chevrolet avec 120 forces. Tu comprends, les Corvettes de ces années-là. C'était pathétique. Hey, on est passé de la Mustang, on te souvient, Mustang des Oui. années 80 qui... Ça n'a pas de bon sens. Après ça, est arrivé les plus petits moteurs, de plus en plus performants. On a mis des cams en tête, on a travaillé. Là, on a baissé les émissions de CO2. Puis là, fort tranquillement, on arrive à une Mazda Sky Active qui va consommer presque pas d'essence pour faire un travail exemplaire avec un moteur à combustion. Donc, dans la mécanique de tout ça, puis l'enjeu des assurances est important dans ce que je vais te dire, c'est que l'automobile veut pas, puis la pandémie n'a pas aidé là-dedans, mais c'était déjà écrit dans les cartons. Toutes les pièces de remplacement des autos électriques sont déjà hors de prix maintenant. Donc, lorsqu'il y aura un accident, un dédommagement de la part des On assurances, scrape les voitures, scrape les autos. Qui gagne là-dedans? les compagnies, Les fabricants. les fabricants. Les fabricants. C'est pensé, Hugo. Puis je suis pas un conspirationniste, loin de là, la Terre est ronde. Mais le fabricant, lui, par exemple, va être gagnant là-dedans. Lui, il a pensé, puis il Lui, l'a il a compris. pensé. Puis c'est un pied de nez au lobby, au gouvernement, puis aux gens. Tu comprends? Parce que, Donc là, on va pas être obligé, nécessairement, on va frapper le mur, puis on va avoir un pas de recul à faire. puis au final, ils perdront pas. Non. Ils trouvent un moyen, on va reprendre notre argent. Exact. On va leur prendre notre argent. Puis c'est sûr et certain que l'hybride, moi, c'est ce que je crois le plus présentement en une technologie, c'est l'hybride. Est-ce qu'on va choisir le gazole avec l'électricité? Est-ce qu'on va choisir l'hydrogène avec un moteur à combustion? Tout se fait là, dans l'automobile. Hein? L'hydrogène, tu ne crois pas? Oui, j'y crois. Moi, je pense que c'est Oui. une très bonne alternative. L'hydrogène, j'y crois. Sauf que le coût d'utilisation s'approche énormément des pétrolières. Ça s'approche énormément. Donc, Mais tu ne pollues pas. tu pollues zéro. Mais je suis capable de ne pas polluer avec un moteur, je te le garantis. Si je pense à une technologie qui est de plus en plus grandissante, puis j'adore donner en exemple le Grand Prix de Trois-Rivières, qui, depuis 3 ans, fait du circuit de course avec une essence synthétique. Donc, une essence propre. Une essence, on l'appelle le e-fuel, Qui ne vient pas de la Terre. du fossile. C'est une essence synthétique et on va sortir rien derrière au système d'échappement. Donc, on est rendu à l'étape, présentement, d'utiliser ta voiture de tous les jours à combustion et d'émettre zéro CO2. Le choix est clair, là. Si cette essence synthétique-là arrive à ta station préférée, station-service préférée, tu vas choisir cette essence-là bien avant l'électricité. Oui. Mais nos gouvernements, au PQ, Nordvolt, puis on investit des tonnes d'argent, puis là, on voit que les Allemands se retirent à coups de milliards. Oui, c'est ça, ils ont commencé à sortir. Là. Et voilà. Donc là, on est dans un enjeu très, très critique, puis on n'aura pas le choix de prendre un pas de recul. 2035, dans ma tête, ça n'existe pas. Pas russe d'antienne, il y a beaucoup de spécialistes qui mentionnent que c'est impossible. Meilleure voiture sur le marché. La meilleure voiture sur le marché, c'est une voiture qui est faite avec attention, avec le moins de technologie possible à l'intérieur. Puis là, je vais être obligé de te nommer Toyota. Toyota, qui a toujours eu une réputation d'être une très bonne voiture avec une excellente valeur de revente et une absence presque quasi de la technologie. Je ne parle pas qu'aujourd'hui, la caméra de recul, les détections d'angle mort, le régulateur de vitesse adaptatif, on les a toutes dans toutes les voitures. La plus ridicule des Coréennes va l'avoir, comme le Toyota va l'avoir. Mais on a toujours reproché à Toyota d'être drabe, d'être une voiture qui n'est pas très performante. Pensons à la Toyota Corolla, tiens. Mais c'est un des meilleurs véhicules. Lorsqu'on propose à un de nos bons clients d'acheter une Toyota, on ne le revoit plus, sauf pour les entretiens. Ça ne brise pas.
Mais Puis, c'est sûr, c'est pas très performant. Très bonne valeur de revente. Très bonne valeur de revente aussi. Mais c'est des autos qui traversent le temps. On peut faire 20 ans avec une Corolla, on peut faire 500-600 000 km, puis on verra pas de problème. Puis ils se sont adaptés au modèle nord-américain. Oui. J'ai essayé leur camionnette, la hybride. Oui. J'ai adoré. J'ai adoré, mais j'ai pas aimé les consommations. Je n'ai eu un an. J'ai pas aimé la consommation d'essence. Je m'attendais que l'hybride allait m'en offrir plus. Mais ça date de quand? C'est 2023. 2023. Ouais. J'en ai essayé une environ un an. Je l'ai eu une semaine. J'ai été agréablement surpris. J'allais C'est tirer bien. pas loin de 1000 km, je crois, C'est avec bien. une tank. J'aimerais qu'il y ait l'ordre des fabricants automobiles, comme l'ordre des avocats, l'ordre des médecins. J'aimerais que ce soit des gens qui soient totalement neutres, puis qui indiquent aux fabricants, OK, tu peux aller vers là, va pas vers là. Un camion, là, le plus vendu au monde depuis tous les temps, c'est Ford F-150. On s'entend? Oui. Ford, la camionnette Ford, Puis il va bien, le Ford. ça là. va bien. Ça va très bien. C'est une expertise qu'on détient depuis toujours. Là, je suis presque 1200 km avec un plein Je fais la d'essence. même affaire, je roule un F-150. On va prêcher pour notre paroisse, mais même un Chevrolet, un Chrysler, parce qu'à ta question, tantôt, tu dis quel qui est le mieux. Oui. C'est tout pareil. C'est tout fait pour briser. On s'entend? Donc, Celui Ford qui brise détient le une moins. Oui. Mais Ford qui détient une expertise va combattre contre un Japonais qui n'en détient pas d'expertise. On est certain qu'on va arriver deuxième au niveau des Japonais. C'est pas parce qu'on le veut du mal. C'est juste qu'ils se concentrent sur leur créneau. Donc, l'ordre va dire Hey, c'est assez là. Faites pas de pick-up pour rien. Non, mais on a déjà des bons. On a déjà. Faites-nous une voiture qui va dégager zéro émission. Concentrez-vous là-dessus. Ce qui serait pas fou non plus, là. Ben oui, ce serait pas fou là-dessus. Mais on comprend que tout le monde veut faire de l'argent. Le gazon est vert pour Parce tout que le ça monde. n'empêche pas que, oui, Ford fait des véhicules, des camionnettes, mais ils font aussi des petites voitures. Ben oui. Donc là, Sortons de notre dôme, parce que moi, je l'appelle le dôme, la province de Québec. On est maternisé par nos gouvernements. On est géré par nos gouvernements le plus possible. Puis sortons de notre dôme. Sortons d'où on fait une énergie propre. Sortons d'où on est encadré par un gouvernement. Puis allons-nous, tiens, par exemple, en Asie, au Moyen-Orient, en Amérique latine. Tout l'enjeu de l'auto électrique n'est plus là. non. T'en parles plus de ça. Tout l'enjeu de la planète versus automobile, on n'est plus là. C'est pas l'automobile le problème. C'est l'usine au charbon. C'est l'usine. Ça, on n'en parle pas. On n'en parle pas. On n'en parlera jamais. Mais pourtant, ailleurs dans le monde, s'il y a de quoi tout croche, c'est le monde de l'automobile. Pire véhicule sur le marché. Pire véhicule. Hey, je me ferais pas d'amis, toi, t'es gentil. Je te dirais pire véhicule sur le marché. Malheureusement, ce qui nous est offert du côté germanique, ici au Québec, c'est des pires véhicules. C'est les pires que tu peux pas avoir. Ouais, là, ça me prend une marque puis un modèle. BMW, tiens, je vais te le dire, là. BM, puis y a-tu un modèle dans le BM qui est pire que d'autres? Ah, ben toutes les séries 3, les séries 5, c'est tout de la misère. On a toujours de la misère avec ça. Il arrive toujours des affaires extraordinaires. Là. Dernièrement, j'ai support de moteur cassé. Voyons, c'est quoi cette affaire-là? J'ai jamais vu ça dans l'industrie, moi, casser un support de moteur, casse en deux, frette. Pourquoi, je ne sais pas. Je déteste la manière germanique de penser un automobile. Hey, mon réalisateur t'aimera pas, là, parce Ça que ne lui, il dérange pas ton adore. réalisateur. Demande à ton réalisateur de déboulonner une roue rien que pour le fun, puis il va comprendre que la manière juste de boulonner une roue sur un germanique, c'est épouvantable. Ça se fait pas. Il se vend des kits pour américaniser le boulonnage des roues J'ai maintenant. pas besoin d'y demander, c'est pas lui qui le fait, je le sais. Ben, c'est souvent ça. C'est souvent ça l'enjeu. C'est que la germanique va être attirée par une clientèle qui est un peu plus cossue, une clientèle qui est professionnelle, une clientèle qui n'a pas de temps à perdre avec ça. Moi, je suis réalisateur, là. M'en fous, là. Moi, le BM, je le trouve beau. Kim, tu le connais bien? Ouais, oui. Tu comprends que Hey, c'est pas dans sa gamme. Vas-y, mollo, là, je travaille avec. Moi. Je veux continuer à travailler Ça ne dérange avec. pas, je le juge pas. Tu sais, il peut avoir des défauts. Chaque être humain a un défaut. Chaque être humain a au moins une qualité. Pour lui, c'est sa voiture. Pour d'autres, c'est d'autres choses. Là. Ah, t'as On hey, s'entend. moi, les soif, là-dessus, là, des paroles de serre. Ouais. On prend une petite gorgée. Une gorgée d'eau, Ah oui, ça, c'est de l'eau, donc, ça? cheers. Attends-moi un peu. Donc, mais... Ah, ben, ouais. Ah ouais, ben, calique, ah ouais. Non, ça va être correct. Peux-tu faire comme mon chien? Ah, ben, Kim, c'est chacun bon. sa manière. Hein. Merci. Ah, va te chier. C'est chien, ça, Hugo. Tu sais que j'ai déjà travaillé avec toi, hein? T'aimes-tu les voitures italiennes? Voiture italienne, c'est une voiture qui est appréciée de la gente féminine, qui est souvent faite à la main, avec un standard qui est très, 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 très pointu. Encore une fois, je vais être obligé de te dire que la voiture italienne, ici au Québec, c'est pas le bon, là. C'est pas adapté C'est pas pour le le... bon match. Mais
C'est une voiture qui, souvent, on va utiliser les matériaux, on va travailler sur les finis qui vont être complètement différents d'une auto nord-américaine. Je veux pas être méchant. L'auto nord-américaine, puis tout ce qui est alentour, le japonais qui se nord-américanise, où on fabrique des autos japonaises aux États-Unis, tiens, par exemple, l'auto coréenne, ce sera toutes des voitures faites à vient comme je te pousse, puis si ça marche, tant mieux. Tu comprends? Ce ne sera pas la qualité d'une pure italienne. Puis quand je te parle d'italienne, parle-moi pas d'un Fiat 500, là. Oublie le projet. On va aller plutôt vers une Ferrari, tiens. On va se le dire comme ça. Donc, oui, c'est un beau fini. C'est une voiture qui est intéressante, avec une technologie qui est extraordinaire. On travaille beaucoup l'hybride. On va probablement s'en aller vers l'électricité aussi, parce qu'on veut pas, on n'a pas le choix de se conformer. Mais on va retarder le processus, je pense, jusqu'à la dernière minute. Puis un Urus? Ben, russe, moi, j'ai appris là-dessus. Hein. Russe, j'ai roulé. Aujourd'hui, on n'en a plus, malheureusement. En 84, on avait 12 marques de voitures au Québec de disponibles de plus que ce qu'on a ici présentement. On avait la Skoda, la Dacia, l'Innocenti. On avait la marque Puma. On avait la marque Lada. On avait plein de marques qu'on a vu disparaître pour plusieurs raisons. Une des premières, les normes californiennes d'antipollution et le contexte économique et politique de la Russie contre l'Amérique. Évidemment, lorsqu'on avait du Lada, on payait un Lada, un 2105, un 1600S en 84, manuel 4 vitesses avec un petit 1600, body soudé, il n'y a aucune vis qui tenait la carrosserie, tout était soudé d'un bloc, et puis on payait ça 4000 $. Mais on ne pouvait même pas traverser les lignes américaines parce qu'ils ne voulaient pas nous donner de gaz. Tu comprends? Moi, j'en ai eu un Lada comme ça, je l'ai roulé, un dérivé de la Fiat 124, une espèce de voiture bric-à-brac, mais j'ai tellement appris. Puis sais-tu qu'est-ce qui brisait là-dessus? Les régulateurs de voltage, c'était un Chrysler. Les brakes, c'était une partie de Chevrolet. Ben, on avait toutes donc sortes de pièces. Le distributeur, c'était un Delco aussi. Donc, tout ce qui était extérieur à ce qui se faisait en Russie, c'est ça qui brisait. Ouais, mais en même temps, tu voulais avoir un prix le plus bas possible. Donc, Oui, ils ne devaient pas mettre ce qu'il y avait de meilleure qualité. T'avais Renault, t'avais Peugeot à Québec. T'en as eu des marques, là. Nomme-les, là, t'es tout eu. Écoute, on a fait un tour, nous, de Lada au Azerbaïdjan. Oui. Puis ça m'a comme ramené en arrière parce que ça fait longtemps que je n'avais pas vu. Puis on a eu une belle ride. Ça a été quand même... Très confortable. Avoue-le que c'est confortable. Oui, puis là, on était dans un chemin de bois. Fait que ce qui m'amène à parler des fameux road trips, parce que toi, t'en as fait, puis t'en as fait des vrais. Oui. En quelle année, puis à quel âge t'étais parti de Québec, t'es allé au Panama en voiture? On entend souvent l'adage « un esprit sain dans un corps sain ». Et ça commence par quoi? Par une saine alimentation et aussi une bonne supplémentation. Avec Hugo Nutrition, on retrouve tous les suppléments nécessaires pour prendre du poids, perdre du poids ou rester en santé. Et ça, c'est très important. On a même des carrés protéinés sans gluten, 100% naturels, avec 5 différentes saveurs qui vous permet d'avoir une collation santé sur le pouce qu'on peut traîner avec soi. On le garde soit dans notre sac, soit dans notre voiture, dans notre sac de sport. Donc, quelque chose de pratique, de nourrissant qui va nous soutenir. Donc, on a vraiment une gamme complète pour faire en sorte d'atteindre vos objectifs personnels qui sont reliés à votre santé. On peut sortir un gars de la Côte-Nord, mais on ne peut pas sortir la Côte-Nord d'un gars. Avec la distillerie Québec North Shore, c'est un retour aux racines du Nord, avec 3 produits. La Volca, qui est une vodka, mais tout le monde appelle ça de la Volca par chez nous. Un amaretto québécois avec des produits de la Côte-Nord émis. Et le Colonel Bob, un rhum épicé aux saveurs de la Côte-Nord. Vous voulez rendre votre événement un peu spécial et le rendre un peu plus festif? Avec les produits de la Québec North Shore, on ne peut pas se tromper. Santé. C'est dans les années 2009. Des années 2009, j'ai fait la route panaméricaine, partie de Québec. Je me suis rendu au Panama par la côte... Parle-moi de ton périple. La côte Est, autrement Combien de temps dit. ça a pris? Ça a pris 22 jours. Pas 28? 22, puis revenir, je me suis attardé un peu aux États-Unis. Donc, ça a pris, c'est ça, au total, tout un mois. Des road trips d'un mois, ça, j'en ai fait énormément, là. Oui, mais ça, c'est pas le même genre de road trip. Non. Là. Faire Non. le tour des États-Unis puis descendre au Panama. Ben là, tu étais du côté américain, là, tu t'arranges pour pas manquer de denrées, pas manquer de breuvages pour les 100 premiers kilomètres, parce qu'on s'entend que les cartels, puis tu t'arranges pour rouler au Mexique. Après ça, ça devient comme paisible. Puis là, tu surveilles, tu surveilles. Il y a des manières, tu le sais, Hugo, on en a tellement parlé ensemble. Il y a des manières de voyager. Il y a la manière ringard, où est-ce que tu vas présenter ton Apple Watch puis tes gros jowls tout partout, ou la manière essayer d'être le plus touriste possible sans paraître. Là. Tu comprends? Suis les limites de vitesse, attache ta ceinture, fais tes affaires. Puis moi, c'est quelque chose que j'ai bien apprécié faire ce voyage-là.
J'ai fait le tour de l'Australie. Tu sais, il y a plusieurs pays que j'ai fait, là. Écoute, c'est comme... Il faut que tu te mettes dans ta tête que tu n'es pas chez vous, puis de pas en faire plus que ce que tu fais présentement. Mais tu sais, des chemins pour aller au Panama, parce que moi, ça me il y a fascine. des parties que tu ne vois plus, là. Il y a des parties qu'il n'y a plus de chemin. Là. Il faut que tu attendes que la charrue repasse et qu'il refasse le chemin parce qu'il y a eu des pluies, des diluviennes. Fait que tout arrive à un moment donné où tu peux plus avancer. Là. Non. Fait que là, tu regardes la carte. OK, on va passer par la côte est. On descend. On s'en va au Belize. Hop, on descend au Belize. Hop, Honduras. Hop, on vient. Hop, tiens, là, tu te promènes. J'ai contourné. C'est con, hein? J'ai contourné le Costa Rica. Je suis jamais allé là de ma vie. C'est quelque chose dans les prochains mois, dans les prochaines semaines que je vais aller faire. J'ai jamais roulé le Costa Rica. Mais tu vas me dire, c'est la même affaire, là. Mais c'est de sortir, hein, parce que c'est ça, les grands centres touristiques, tout ça, c'est toujours beau. Hein? C'est des fleurs. Là, tu sors de là quand tu fais ça. Là. Oui, tu sors vraiment de là. Tu es en train quasiment de voir la personne manger le cochon direct après le cochon. Là. Tu comprends? Là? C'est très, très différent. Là. C'est quoi la relation des gens dans ces pays-là avec la voiture? Ils sont toujours surpris. Oui? Oui. Ils sont toujours surpris parce que 80 de sa population n'a pas de char. Ils n'en ont carrément pas. Puis ta voiture que tu as, ils n'ont jamais vu ça. Là. Ben oui. Ils la voyaient en vélo, ils la voyaient tous en vélo. Il y a tous des grands centres dans tous les places que j'ai faites, ils l'ont vu. Ils connaissent ça. Les mêmes modèles que nous Ils ne sont pas nécessairement attirés parce qu'il y a des endroits dans le monde où ça va prendre 4 générations pour payer une voiture. J'ai jasé avec des Cubains, là. C'est le char de mon grand-père, là. Ah ouais? Ouais. Puis quand mon fils va être en âge, il va payer, il va continuer de payer le char. Un vulgaire Sonata, 80 000 $. Voyons donc, 80 000 $. Toi, avec quoi t'avais? Moi, j'ai mon truck à moi. Non, mais à l'époque, t'avais descendu avec quoi? Mon camion. C'était quoi? Un Dodge Ram. OK. Ouais. J'ai fait toutes les États-Unis en Ram. C'est pas compliqué, j'ai tout fait au complet. Combien de kilomètres? Des trips d'un mois, c'est pas rare, 12 à 15 000, 17 000 kilos. C'est ce que je vais faire là, cet été. Fait que c'est quoi tu vas faire cet été? Parle-moi de ça. Ouais, là, cet été, là, ce que je fais, c'est que j'atterris la journée de l'ouverture des Jeux olympiques à Paris. Wow. Bonne chance. En plein contexte politique Parce que incertain. tu vas faire le tour en voiture. Oui. Ça va être l'enfer. Donc là, moi, je participe à un système d'achat-rachat avec un concessionnaire Citroën là-bas. Donc, j'achète l'auto, je le garde, je le revends. L'entente est déjà faite. C'est mieux qu'une location parce que ça me permet d'aller visiter l'Est de l'Europe, ce qu'une location ne me permettra pas de faire. Donc, si tu arrives à Paris, tu veux louer un char parisien, tu ne pourras pas sortir de Paris. Tu ne vas pas en Belgique avec un char loué, ça ne marche pas. Donc, moi, j'achète la voiture. La carte grise est à mon nom, mes assurances là-bas à mon nom, à l'adresse de Québec, et j'ai mes assurances qui couvrent en plus de risques sur l'auto. Ce que je vais faire, je vais monter dans le Nord. Je vais aller voir la Normandie, Lieu, Juno Beach et Comprairie. Donc, je vais faire ça. Je vais descendre en Bretagne et je vais descendre le sud de la France. Je n'irai pas dans des endroits que toi, tu es allé. Je le sais parce que tu me l'as dit que c'était pas bon à aller là. Donc, je vais contourner ça, puis je me dirige vers l'Espagne. Ensuite, le Portugal. Je vais faire le tour de l'Espagne. Je remonte sur la Côte d'Azur. Je vais aller à Nice, à Monte-Carlo, et je vais aller voir ces endroits-là. Après ça, je descends l'Italie. Je fais l'Italie au complet, de haut en bas. Après l'Italie, là, je m'en vais vers la Slovénie, la Croatie, la Bosnie, puis je reviens sur mes pas pour m'en aller en Hongrie. Là, j'ai rien de planifié. Et ça se peut que je m'en aille pas là, parce qu'il y a un contexte qui va me l'empêcher. Ça se peut que j'aille beaucoup plus loin aussi. Parce que dans ma tête à moi, j'ai 23 jours, je vais les utiliser les 23. Fait que toi, tu vas faire du millage dans ces 23 jours. Beaucoup de millage. J'ai prévu 17 000 kilos, 23 jours. Donc, c'est pas toutes des belles routes, là. Justement, je veux les voir, les pas belles routes. Je veux pas voir des autoroutes et des autobahnes en Allemagne. Je les connais, les autobahnes. Fait que toi, tu fais pas du tourisme comme un touriste normal. Tu fais du tourisme en voiture. Ah non, je regarderai pas le pont en mangeant une pomme, là. Pas en visitant un musée, là. Toi, tu vas manger ta pomme en conduisant. Oui. Puis tu vas voir le pont en passant. Oui. Puis moi, je me donne toujours l'objectif d'arriver à 16 h d'une grande ville. 16 h, je stationne l'auto, puis je passe la soirée dans la grande ville. Donc là, je vais aller voir ce qu'il y a à voir. Donc, je me rends à Prague, en République tchèque. Bien, je vais aller visiter Prague, je vais aller voir les spectacles de rue, je vais aller goûter à leur nourriture, je vais me promener, je vais me mêler à eux. Le lendemain matin, il y a plein de bonnes bières là-bas. Oui. En Belgique, c'est dur, là. Il y en a de la bonne bière aussi. À vrai dire, il y en a partout, là. Oui. Mais c'est la bière locale, souvent, là, c'est quelque chose. Là. Dans des pubs allemands, je suis allé visiter toutes sortes de choses. C'est déjà un bon tour. Là. C'est un excellent tour. Donc, c'est vraiment trippant. Tu te souviens, ta série À vos risques et périls, on se parlait ensemble. Oui, parce qu'il y a plein de places que tu avais fait. Oui. Je m'en souviens, on se parlait. Oui. Là, tu me disais, moi, je suis passé là-bas, puis quand tu arrives là, on avait parlé de Ferguson, d'ailleurs, que toi, t'es allé quand ça brassait vraiment beaucoup. À Ferguson, énormément. Oui. Le Southside de Saint-Louis, au Missouri. Oui. Atlanta, on a jasé. On se jasait au téléphone. T'es où, Carbo? Là, ça va pas. Là. Attends un peu, je te rappelle, je ne ferai pas mes lumières. Là. Je suis en train de me faire voler de bout. Là.
Tu sais, tu rentres dans le dépanneur ou dans le Southeast du Texas, là, puis il n'y a pas de porte. La porte a été arrachée. La plaque d'acrylique plexiglas entre le caissier et moi, ça mesure 3 pouces d'épais. Puis ta carte de guichet, il faut que tu la passes en dessous. Puis là, non, ça marche pas, là. C'est pas te dire, il y a des endroits, c'est assez épeurant. Puis j'étais bien fier, à un moment donné, quand tu es parti aux États-Unis pour voir les mêmes affaires que moi. Tu sais, on s'entend, là, on s'en était parlé. Memphis, Elvis, yes. Mais juste à côté, un bloc. La garde nationale m'arrête, qu'est-ce que tu fais ici? T'es-tu malade? Va-t'en. Tu vas te faire déshabiller. Voyons donc, oui. Ah non, c'est pas la place, là. Retourne voir Elvis. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à vos risques et périls, Carbo l'avait fait avant moi. Oui. Fait que on a passé à plein de places après lui. Ouais. Fait que, puis ensuite, je m'en souviens, on se parlait puis on discutait de ma propre vision, qu'est-ce que j'avais vécu. L'approche qui est très différente de la tienne, de la mienne. Oui. Souvent, toi, ça passait par l'estomac. On allait dans le gym. Moi, je ne vais pas au gym, là. Tu sais, moi, je ne vais pas là. Ah, mais tu manges toi aussi? À Los Angeles, tu as 55 000 itinérants présentement, là, 55 000 itinérants. Fait que c'est pas rare que tu te fais saigner puis tu te fais demander des choses. Donc, c'est pas de s'arrêter. C'est un mode de voyager que pour bien des gens, c'est non. Aller à Montréal, partir de Québec, on a envie de pépi 3 fois, madame n'est pas capable, monsieur, ça ne tente pas. Puis il faut être bien accompagné aussi. Puis il faut avoir un certain instinct à se dire, là, non, là, j'irai pas là. Moi, j'ai passé des nuits, là, Hugo, à Saint-Louis, là, à regarder mon truck, voir si quelqu'un partira pas avec, là. Le barré, les roues crampées, c'est 4x4, le bric à bras, à côté dans le mur. T'as vu, j'avais ça parce que j'avais toujours conscience. On essayait de pas dormir dans le hood, mais en même temps, je le positionnais qui est soit en avant de ta chambre. C'est ça. Puis là, mais je m'empêchais pas de Dans la dormir. vitre entrouverte, mais pas trop ouverte. Parce qu'à un moment donné, si c'est pour partir, ça va partir. C'est Là. ça. Tu pourras pas l'empêcher. La culture du road trip, je le sais parce que j'en fais aussi, de façon peut-être différente de toi. On vient d'en faire un avec Road Oui, dans Trip l'Est des Barbecue. États-Unis. Puis, tu sais, c'est plaisant parce que t'es en voiture, c'est toi qui est chez maître. vous. T'es chez vous, c'est toi qui décides de ton chemin. T'as un plein, mais ton plein peut Changer du jour au lendemain. T'sais, d'ailleurs, quand on est revenu, on a décidé d'aller manger un Philly cheesesteak au Donkeys à Camden. Puis les 4, on est dans la voiture, on y va dessus, on s'entend, ça va augmenter notre délai d'environ 1h30. Êtes-vous correct avec ça? Fait. Oui, on le fait. C'est ce que ça donne. Tu sais, la voiture, tu l'as mentionné tantôt, ta passion de la voiture. Ouais. Mais la voiture fait partie de notre vie beaucoup plus que l'on le pense. Vraiment. La voiture, c'est un mode de vie. La voiture, on n'a pas le choix, c'est un mode de vie. C'est ce qui va faire en sorte qu'on va aller demeurer en banlieue. C'est ce qui va faire en sorte qu'on va peut-être se trouver un deuxième travail, donner une facilité de vie qu'on ne pourrait pas avoir en transport en commun. Loin de l'idée que je suis contre les transports en commun. Mais pour moi, la voiture, c'est une solution à un paquet de problèmes. Une solution à du divertissement. Une solution pour trouver un travail. Une solution pour passer des fins de semaine, aller voir des shows de voitures, des expositions. J'en ai fait tellement. J'ai 300 expositions de gagner avec mon premier Shelby. Des trophées comme t'as là, j'en ai 300. Ça te donne une idée. C'est une manière de vivre, une manière de penser, puis il ne faut pas la voir comme ce qui va briser la planète. C'est pas ça qui va briser la planète, c'est pas la voiture. Là, je t'entends, Carl, là, sur le mode de vie. Ouais. Là, présentement, il y a une grosse histoire autour de la voiture et des banlieues. Oui. On s'entend là, qu'on remet tout ça en question. Toi, t'es pas tant d'accord avec ça. Moi non plus. Puis la plupart des gens que je connais sont pas d'accord avec ça. Non, Pourtant, c'est là qu'on s'en va. On peut pas être d'accord avec ça. Puis là, tu vas avoir un cliché, je l'entends. Là. J'ai un téléspectateur qui va me dire « Mais oui, mais il vit de ça. Je vis de ça. Je suis bien plus proche de la retraite, je vais vous dire honnêtement, que de vouloir perpétuer un mode de vie qui est l'automobile versus un nouveau carriériste dans ça. » D'abord, bien avant la banlieue, on est avec une société qui est de plus en plus à gauche. On veut de plus en plus gérer nos citoyens. Et la manière de penser, ça commence au municipal. On en a un exemple à Montréal, un exemple. On en a un exemple à Québec. Un maire de Québec qui ressemble beaucoup à la mairesse de Longueuil, tiens, par exemple. Tous à gauche. Guerre à l'automobile, on redonne la rue aux piétons, aux cyclistes, aux trottinettes, à tout ce que tu voudras, mais on oublie d'où on vient. On oublie d'où on vient. Lorsqu'on aura densifié notre ville, parce que c'est le but principal, on veut obtenir le plus possible de revenus
dans nos poches. Lorsqu'on aura densifié notre ville, par la bande, on n'aura pas le choix. C'est soit de créer des nouveaux centres-villes en banlieue, ou tout simplement se reculer en campagne, se reculer dans les Laurentides, se reculer en Gaspésie, se reculer le plus loin possible. L'enjeu de l'automobile pour un maire à Amqui, c'est pas le même enjeu que le maire à Québec. Ça n'a rien à voir. Absolument rien à voir. Donc, tout passe par la guerre à l'auto. D'ailleurs, à Amqui, il y en a besoin d'une voiture pour se rendre à son travail. Absolument. Parce que t'es loin. Puis, on peut-tu dire une doctrine? Le mode de vie se transmet à des très jeunes âges, on va dire en lieu reculé, en campagne. 14, 15, 16 ans, tu as déjà chauffé le pick-up. Là. Oui, en région éloignée, c'est pas pareil, c'est pas la même culture. Mais ici, en ville, ce qu'on veut, ce mode de vie-là, c'est l'éliminer complètement. On réduit les cases de stationnement en ville sur rue. On allonge le temps des lumières sans se soucier, avec une idée écologique, sans se soucier que plus tu fais attendre un auto au ralenti, plus il émet du CO2. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on veut, excuse le terme, écœurer les automobilistes au point qu'ils ne viennent plus en ville. On veut leur faire participer au transport en commun, à la mobilité. Donc, on politise tout ça parce que la voiture, elle est associée à la droite. Oui. Puis pourtant, la voiture, il ne peut pas avoir plus au centre qu'une voiture. Non, mais pourquoi qu'elle est associée à droite? Tu vas tout comprendre. Donc, c'est la gauche qui décide de la mettre à droite parce que la voiture n'est pas associée plus à droite qu'à gauche. La voiture. Le volant est parfaitement centré, le rétroviseur est parfaitement au centre. On a, lorsqu'un automobile est international, le même positionnement du volant à droite. On a les mêmes options de la même manière. On est capable de faire parcourir des centaines de milliers de kilomètres à une voiture, peu importe la contrée, peu importe l'endroit où tu seras. C'est qu'on la rend méchante, la voiture, la méchante voiture. Ben, eux la rendent méchante. Ben oui, on endoctrine nos jeunes à l'école avec ça. On lui met sur les épaules l'odieux de tout ce qui se fait hors voiture. Tu comprends? L'auto, c'est une manière de se déplacer, puis c'est la moins dispendieuse de le faire. On le voit. Ça pollue moins qu'un avion, ça pollue moins qu'un bateau, ça pollue moins qu'un paquebot. Qu'un hélicoptère, que n'importe quoi. Ça pollue moins qu'un autobus articulé d'un réseau de transport à 35-40 litres au 100. On s'entend? Ouais, mais hybride, quand même. Ça va faire 30 litres au 100 quand même. Ah, mais les autres, ils disent qu'il y a plein de monde qui prennent le boss versus qu'il va y avoir autant de voitures s'il y a de personnes dans le boss. Tu sais que la majorité des commissions, des réseaux de transport municipaux sont tous dans le déficit. Sont tous déficitaires. Le pourquoi? C'est qu'on n'utilise pas comme il faut un service qui devrait être utilisé comme il faut pour, encore une fois, mettre un obstacle à l'automobile. Moi, je vais te le dire, là, dans le monde, là, quand je me promène en Amérique du Sud, quand je me promène en Suisse, quand je me promène partout, toutes les facilités sont pour l'automobile. Il s'agit de moindrement tomber dans une gouvernance gauchiste pour se dire « Ouais, mais là, on va être au centre un peu. » Non, il faut tomber dans une gouvernance où l'automobile, c'est la guerre. C'est la guerre, on n'a pas le choix. As-tu l'impression aussi que les fabricants leur facilitent ce débat-là en éliminant les petits modèles pour se concentrer sur les SUV et les grosses camionnettes? Encore là, un SUV, Hugo, là, vous me faites rire. Venez pas me dire qu'un Honda CR-V, c'est un SUV, je comprends plus rien. Un Honda CR-V avec un moteur 1,5 litres turbo va consommer aux alentours de 6 litres au 100 km. Puis vous appelez ça un SUV. Mais dès que vous avez voulu accrocher quelque chose derrière, l'auto se débattit dans l'instant même. Quand tu parles vous, tu ne m'inclus pas là-dedans. Là? Ben non, je sais bien que toi, tu n'es pas un gars d'SUV, puis moi non plus. Un gars d'SUV ou une voiture, il faut revenir à la base que c'est le châssis, c'est une camionnette pleine grandeur. Ça, c'en est un gars. Là. Ça n'est un gars, ça? Ça, c'est un gars d'SUV, de petite voiture. Il a compris. Mais dis-moi pas que ton Hyundai Kona, c'est un SUV, parce que là, je m'excuse, là, j'en perds mes mots. Mais oui, tu as raison. La petite voiture, ici, au Canada, nord-américain, est tassée au profit d'une voiture plus spacieuse. Pourquoi? Parce que c'est la mode. C'est pas parce qu'elle consomme plus puis parce que les gens sont inconscients. Parce que je suis capable de te faire fonctionner à faible coût en essence une voiture dans le style Toyota RAV4, Toyota Highlander. Je peux te faire fonctionner une voiture comme ça qui ne dépensera pas plus. D'ailleurs, Chevrolet le démontre très bien. On n'a non plus les 6 cylindres, on n'a non plus les 4 cylindres, on est rendu avec des 3 cylindres. Un moteur 1,2 litres turbo. Donc, là, viens plus me parler de moteur, là. C'est un moteur qui est plus petit qu'un VTT. C'est incroyable. Hein? Oui. Donc, là, présentement, il faudrait, à un moment donné, lâcher l'auto. Quand je regarde, là, l'énergie fabriquer l'électricité, non pas hydro comme la nôtre, mais avec du charbon.
Pas besoin d'aller loin. On va aux îles de la Madeleine. C'est une génératrice au gaz. Dans le parc des Laurentides, on est très fiers sur le circuit électrique de nous annoncer qu'on a des bornes qui fonctionnent au gaz. Au gaz. Ouais, tu comprends? C'est un peu comme ça. Donc, c'est des mots mâchés, traduits, mal interprétés. Beaucoup d'hypocrisie. Beaucoup d'hypocrisie contre quelque chose qui sert depuis la nuit des temps. Beaucoup de gens, là, dans bien des familles qui fonctionnaient à 2 voitures, aujourd'hui fonctionnent à 1 voiture. On est capable de s'organiser, mais on ne pourra pas nous l'enlever. Ça, c'est impossible. Bon, ben, Carl, Oui. là, on va se diriger à ma droite, Oui. qui est sur ta gauche. On Oui. va sortir du garage. On va les faire, là. C'est comme ça que tu brûles ton stress, Hugo? Ouais. OK. Moi, je sais pas si tu le sais, mais j'ai déjà passé mon stress sur un Ford 1940. Je m'étais donné le défi de le mettre en marche, puis j'ai jamais réussi. Puis j'ai perdu patience. La seule et unique fois que j'ai perdu patience dans ma carrière de T'as mécanicien. perdu patience. Ouais. Puis après avoir reçu le capot C'est la tête. sur la tête 3-4 fois, j'ai pris la masse, et non pas une hache, puis j'ai fait le tour du char. J'ai dit, si moi je le porte pas, il n'y a pas personne qui va le partir. Bon, ben, garde, défoule-toi. Bon, as-tu une technique, Hugo? Les 2 mains au-dessus de la tête. Oui. Je La dirais. hache au-dessus de la tête, On va se placer ici. à peu près. OK. Fait que là, tu y vas de même. Oui. Je lance ça. Ouais. OK, on va essayer. Mais c'est pas au-dessus de ma tête, hein? Ouais, on va me tasser, là. Tourne-toi, là. Ouais, t'es un peu plus bas. Un peu plus OK. bas. L'idée, c'est de pogner à la C'est cible. vrai, hein? Il n'y a pas de filet. C'est de pogner à la cible. OK, on va réessayer. OK, je suis bon, là? Attention, reste pas là, là. Ouais, vas-y. OK. Ça, un peu plus haut. Une technique, Un hein? peu plus haut, ouais. J'ai l'impression que tu es en train de me jouer un tour. Attends un peu, mon Hugo. C'est ça. La troisième fois, c'était La troisième fois, le c'était charme. c'était la meilleure. On va aller chercher. Crime, c'est bon, ça, Carl? C'est bon, ça? Ouais. Bon, parle-moi de ça. Je sais pas s'il y a un truc. Je sais pas s'il y a un truc. Es-tu en train de me... Pas un truc. Non? C'est vraiment lancer de la... OK. Il pense que tu peux Tu vas y aller, Hugo? C'est à mon tour. OK. Peux-tu te les tenir? Ouais, tu peux m'y tenir. OK. C'est bon. C'est peut-être en dehors de la cible. Ouais. C'est bon, Hugo. Pourrais-tu t'avoir clenché au moins une fois? Passer un morceau de marche. Félicitations pareil, mon chum. Hey, ça fait du bien. Ah oui, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ah, ça passe d'énergie, hein? On y retourne? On retourne. Ah, et ça fait du bien, ça, Hugo. Ah, ça fait du Ah bien. ouais, ça enlève le surplus d'énergie. Écoute, c'est sûr qu'on a fait ça vite. Là. On s'est comme Ouais. réchauffé, on l'a refait une couple de fois, puis là, le fun je recommence vraiment. pense que oui, mais on pourra se refaire ça là, à un moment donné, ça serait le fun. Mais non, moi, j'aime ça. J'aime bien, vraiment ça. Ça prend une coupe de lancer pour s'en remettre dedans. Oui, oui, vraiment. Bon, là, je suis confortable. Oui. Écoute, on va continuer dans ce qu'on disait. T'as pas l'impression, parce que lorsqu'on écoute ce que tu viens de me dire, que ça donne du gaz à gauche, justement, puis que ça leur donne raison de t'associer, parce qu'on associe beaucoup la Radio X à la droite. Oui, oui, on pourrait croire ça. Quoique ma mission à Radio X, c'est ni d'être à droite, ni d'être à gauche. Ça, les gens l'oublient, par Oui. contre, parce qu'on sait comment que la nature humaine C'est ça. est. T'es à Radio X, donc t'es à droite. Je suis à droite immédiatement, donc... Puis t'es un gars de char, t'es à droite. je suis à droite aussi. Alors que ça n'a rien à voir avec ça. Non, pas du tout. À un moment donné, c'est de trouver le gros bon sens. Au travers de tout cet enjeu-là qui est l'automobile, on s'en est parlé, c'est probablement la troisième dépense la plus importante dans la vie d'un être humain, c'est son mode de transport. Et puis, l'équilibre. Aller rechercher l'équilibre, c'est pas nécessairement dans l'époque après-guerre ou les belles années où on dépensait à outrance pour les automobiles, on mettait des 12 cylindres puis des 18 cylindres. C'est pas ça l'affaire. L'affaire, c'est qu'il faut trouver l'équilibre entre vivre, survivre, puis réussir, puis tu comprends la famille, puis tout ça.
c'est pas vouloir changer une population. C'est pas de vouloir changer le monde. On fera pas le monde avec ça. Là. Mais ça serait à un moment donné de réaliser, tant de la part des fabricants, des grandes industries de l'automobile, jusqu'aux plus petits comme moi, parce que moi, je me qualifie du plus petit de la chaîne à saucisses, avec une politique, avec du gros bon sens. À un moment donné, là, tu vas me dire gros bon sens, OK, parfait, les conservateurs. Pas ça. Mais le gros bon sens est bon dans toute dans la vie. Et malheureusement, on n'aura pas le choix. Puis là, la vraie question, est-ce que c'est possible de trouver un équilibre là-dedans, alors que de l'extérieur, quand je regarde ça, j'ai l'impression qu'on est plus dans un débat politique que dans un besoin de société, vraiment. Là. La soif du pouvoir et du contrôle de la part du politique, ça ne changera jamais. C'est depuis que le monde est monde. C'est bien avant nos gouvernements, bien avant la création de la Constitution du Canada. C'est depuis toujours, hein, on s'entend. Le soif du pouvoir puis la soif de prendre des décisions pour une population, ça, le politique, on ne pourra pas leur enlever. Mais en étant citoyen, en faisant des actions concrètes, c'est-à-dire peut-être covoiturer, peut-être ménager nos transports, peut-être utiliser une seule voiture au lieu de 3 dans la famille, peut-être aussi choisir une plus petite voiture qui va être nécessaire à nos besoins, mais qui va être plus raisonnable, mettre l'épaule à la roue puis réussir, je pense que c'est ça l'enjeu. Puis tu as vu ce que tu viens de mentionner là? C'est quelque chose de normal ou se remettre en question. Ben oui. Ça fait partie d'un processus normal de société où ce qu'on évolue, les choses changent. On n'est plus en 1950, on est en 2024. On peut penser différemment, on peut s'adapter. Donc, est-ce qu'on pourrait mettre possiblement tes besoins politiques ou tes valeurs ou tes croyances de côté faire en sorte qu'on va y aller pour un débat de société où ce que... Gros bon sens. Que tu sois à droite ou à gauche, on a tous besoin d'une voiture. Ben oui. On a tous eu un voisin, à un moment donné, hein, qui prenait l'eau potable pour laver son entrée. Hein? Ouais. On a tous eu un voisin qui jetait la vieille huile lorsqu'il faisait les changements de moteur dans les années 70 dans la grille de rue. On a évolué, on a appris, on s'est éduqué. L'éducation, ça, c'est quelque chose d'important. Pourquoi pas prendre un programme scolaire puis éduquer les jeunes? Pas les endoctriner avec un syndicat qui pousse en arrière. Les éduquer. OK? Ça serait la première affaire. Moi, je pense qu'il serait important. C'est de les sensibiliser à quelque chose sans leur dire que la planète va mourir puis que l'ours polaire, il y a une paille dans le nez. On s'entend, là? Pas ça. Mais d'amener une manière de penser ou d'amener les enfants à réfléchir à un mode de transport qui pourrait leur convenir. Donc, c'est-à-dire peut-être déménager en ville, travailler en ville, s'en aller à la banlieue, puis prendre malheureusement ou heureusement la voiture. Donc, faire un choix de vie, se faire des propres choix, se faire des propres opinions. Tu sais qu'à la radio où je travaille, c'est faites-vous votre propre opinion. J'en fais une publicité, mais j'en fais un cheval de bataille aussi. C'est pas tout le monde qui va nous écouter aujourd'hui qui vont être d'accord avec ce qu'on dit. Non. Mais une chose est certaine, par exemple, c'est d'en jaser, puis en jasant, on va avancer à des affaires. En discutant. Oui, je suis pas prêt à me débarrasser de mon Shelby de 850 chevaux. Non. Pas tout de suite. Mais peut-être qu'un jour, je vais réaliser que, bon, à croiser... pas le droit t'en débarrasser avant que je l'aie essayé. Ben non, c'est sûr. C'est là que tu vas voir qu'il y a une vraie machine. Ah, OK. Oh, c'est bon, là. Carl, dernière question. Oui. Ton road trip de rêve, ça serait quoi? Mon road trip de rêve, il est presque accompli parce que j'ai fait énormément de pays. Puis ce qui me reste à visiter, c'est soit que c'est un enjeu de dangerosité, on va parler de peut-être l'Est de l'Afrique, ou sinon, carrément, c'est impossible de le faire. Je pense à plusieurs pays en Asie. Mais mon road trip, ça serait de traverser la Russie, de port en port. Donc, c'est-à-dire port de Paris, tu t'en vas à l'autre bout de la Russie. Ça serait mon trip. De la Crimée jusqu'à l'autre côté. Oui. Parce que là, tu sais que la Crimée, maintenant... Ben oui. Mais là, on ne sait plus trop où elle est rendue où, mais en tout cas. Elle n'a pas changé de place sur la carte. Ça serait un genre de trip, là, ça serait le fun. Ou carrément partir de Québec, mais passer par l'Alaska, le Yukon. Parce qu'il y a une route qui traverse en Russie. Oui. Oui. L'hiver. Ça serait vraiment le fun. J'aimerais ça. Tu prendrais le détroit de Bering pour t'en aller en Russie? Oui, je le ferais. J'aimerais beaucoup ça. C'est d'ailleurs le seul État américain que je n'ai pas visité, c'est l'Alaska. Donc, je me garde. Est-ce qu'on a le droit de prendre la route? Je sais pas. J'ai vraiment pas d'informations là-dessus. J'ai pas pris de lecture. Tu sais qu'en road trip, là, plus que tu étudies le road trip, moins tu as de surprises, puis moins qu'il est bénéfique ton road trip. Y a-tu pensé une seconde? Imagine que tu pars de Québec avec ton véhicule, avec une plaque du Québec, puis que tu traverses en Russie. Ouais.
par l'Alaska, Ouais. ça serait incroyable. Puis ta voiture qui se met à rouler avec une plaque du Québec en Russie, je ne sais pas vous autres, là, mais moi, ça me fait Ben, capoter. moi, je pense que les autorités russes quand pogneraient en 2 minutes. Parce que les autorités au Panama ont pogné en 2 minutes quand ils ont vu ma plaque du Pour Québec. vrai? Ben oui, c'est évident. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ben là, qu'est-ce que tu fais ici? T'es arrivé par bateau? Tu sais, les autres, ils comprenaient pas, là. C'est spécial, là. C'est quand même très spécial. Pensez qu'il y a des voitures américaines en Russie? Ben oui, il y en a. Je suis sûr qu'il y en a. Je suis certain qu'il y en a. Ben, ils les ont importés. Là. Oui. C'est comme partout dans le monde. Hein. Il y en a partout. Mais il y a des autos américaines à Cuba. Je ne verrais pas pourquoi il n'y en a pas en Russie. Oui, effectivement. Là, vu Je le même. croirais que oui qu'il y en a. Pas fait de recherche là-dessus, par exemple. En tout cas, c'est quand même intéressant. Puis Ouais. si tu réussis à passer puis à traverser par la route Ah ben là, c'est... d'hiver, ça serait comme Ben, de toute façon, on va passer des heures à jaser à ce moment-là. les Conway, hein? Oh oui, vraiment. On va vraiment du plaisir à le faire. Hey, c'est cool. C'est T'aimes ça? cool. Oui, j'aime ça, vraiment. T'as envie de me réinviter? Moi, je suis partant. On fait le Écoute, voyage. ça a passé super vite, Carl. Ouais. De toute façon, on s'en revoit en fin de semaine prochaine. Nous Ben autres, oui. on a la chance de se fréquenter puis de se voir souvent. Oui. Mais c'est la première fois qu'on a vraiment une conversation comme ça parce que ton histoire du Panama, je n'étais pas au courant. Ah non? Honnêtement. Non, on n'avait jamais parlé. C'est vrai, mais on a passé par-dessus ça. Il y a tellement de choses. Hein. Ben ouais, c'est parce que toi, tu parles de ça avec tes chums, puis moi, tu me prends pour acquis. Qu'est-ce que tu veux faire? Si je te prends pour acquis, Hugo, ben je pense pas. Je suis quand même très respectueux de celui qui m'a montré à faire des casse-têtes en 3 morceaux. Ah oui, effectivement. Hey, merci, Carl. Ah, ça, tu ne sauras pas.